Bonjour à tous. Nous allons commencer le séminaire. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce 12e séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie, organisé conjointement avec le séminaire Aventure industrielle de l'École de Paris du Management. Nous avons le plaisir de consacrer le séminaire d'aujourd'hui au territoire d'industrie Lac-Potarbe et nous accueillons donc Patrice Bernos, directeur général du groupement d'intérêt public Chempark, Audrey Lebar, responsable développement économique, enseignement supérieur et innovation au pôle métropolitain du Pays de Béarn et directrice de projet territoire d'industrie, Dominique Maucly, président directeur général de Terrega et référent industriel du dispositif territoire d'industrie, et Jean-Michel Seigneuret, président directeur général du groupe Seigneuret. Avec eux, nous aborderons plusieurs thèmes, notamment celui de la transition énergétique, du redéploiement des compétences et de la gouvernance birégionale. Aujourd'hui, nous serons 3 animateurs, Michel Berry, fondateur de l'École de Paris du Management, Thierry Veil, professeur à Mines ParisTech, et moi-même, chef de projet à la Fabrique de l'Industrie. Sans plus tarder, je vais donner la parole à Madame Lebar qui va nous présenter en quelques mots le territoire d'industrie Lac-Potarbe. Merci beaucoup. Merci Caroline. Effectivement, je suis la directrice de projet du territoire d'industrie Lac-Potarbe. Donc pour rappel, effectivement, donc on est sur 148 territoires d'industrie à l'échelle nationale, qui représentent 500 intercommunalités et avec un enjeu de développement à hauteur de 1,3 milliard donc jusqu'en 2022. Lac-Potarbe, particulièrement, donc on est au sud-ouest de la France, sud-sud-ouest de la France. C'est un territoire, effectivement, dans sa particularité, qui est un territoire interrégional, qui est composé de 10 intercommunalités, 8 qui sont dans le Béarn, donc en Nouvelle-Aquitaine, et 2 qui sont en fait dans les départements des Hautes-Pyrénées, en Occitanie, et qui représentent au total sur ce territoire d'industrie plus de 500 000 habitants. Donc, on est une grosse métropole développée au pied des Pyrénées. Donc, au niveau de la gouvernance, donc on est sur effectivement un territoire interrégional, donc entre Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Vous avez donc effectivement 2 binômes, des doubles binômes qui ont été validés donc par l'État et la région. Donc, en référent élu côté Nouvelle-Aquitaine et dans le Béarn, on a François Bayrou, maire de Pau, président de l'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. En référent industriel, on a le plaisir de l'avoir aujourd'hui autour du webinaire. Donc, c'est Dominique Maucly, le président directeur général de Terrega. Et côté Occitanie, donc on a l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, donc avec un référent élu qui est le président de l'agglomération, qui est Gérard Trémège, maire de Tarbes, et référent industriel qui est Marc Mesplaro, donc à la fois président de l'UMM 65 et qui travaille au sein du groupe d'AR, donc qui est représenté aujourd'hui par Jean-Michel Seigneuret, qui est également élu et qui fait un peu les deux, qui est à la fois élu UMM et au sein de l'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées en tant que vice-président. Nous avons un référent État qui est la secrétaire générale de la préfecture des Hautes-Pyrénées, et moi-même donc en tant que directrice de projet. Donc, on voit bien qu'au niveau de la gouvernance, on est à la fois sur 2 régions. L'objectif pour nous est effectivement de travailler en synergie sur des territoires qui, au préalable, ne travaillaient pas forcément ensemble. Et l'idée, c'est vraiment de travailler sur une dynamique collective et partenariale à l'échelle de territoires d'industrie Lac-Potarbe. Voilà. En termes de comitologie, donc pour essayer justement de faire fonctionner ce côté interrégional avec l'ensemble des partenaires, l'idée c'est vraiment d'associer public et privé, mais également tous les financeurs, partenaires institutionnels pour justement faire vivre le contrat et récupérer un accompagnement de beaucoup de partenaires par rapport à nos actions. Donc, en bas de la slide, donc, vous voyez bien qu'il y a des groupes projets. Ces groupes projets sont là en fait pour mixer public et privé et de donner en fait un cadre et une orientation dans le cadre du contrat d'industrie. Ce contrat d'industrie, pour rappel, il a été signé le 15 juillet 2019. Ça a été le 3e contrat d'industrie signé au niveau national, sur le plan national. Donc, on a une certaine, on va dire,
antériorité par rapport à cette dynamique collective. Donc, ces groupes projets, donc, on a un groupe sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. La question des compétences et des métiers est quelque chose qui a été à cœur au niveau de notre territoire. L'idée étant effectivement de travailler en synergie, sachant qu'avant, on avait une difficulté sur le recrutement de talents sur notre territoire. Avec la crise économique et la crise Covid que nous vivons au quotidien, l'idée est désormais de peut-être orienter les nouveaux métiers, les nouvelles compétences sur les métiers du futur, donc autour notamment de la transition numérique et la transition énergétique. Deuxième groupe de projets, donc pour faire le lien, c'est la transition énergétique et notamment l'hydrogène. Alors ça, c'est quelque chose qui a été vraiment, dès le départ, donc dès début 2019, quelque chose qui a été validé par l'ensemble des partenaires, publics et privés, le fait de travailler à la fois sur la transition énergétique et plus particulièrement sur l'hydrogène. On s'est rendu compte lors de nos échanges au préalable que l'hydrogène faisait corps en fait, au niveau du contrat d'industrie. Donc actuellement, nous avons une étude qui est en cours, qui va nous permettre en fait d'identifier notre écosystème hydrogène, mais également de structurer une filière économique qui est forte sur notre territoire, qui pourra être en lien avec notamment le transfrontalier avec l'Espagne. Et c'est vrai que grâce au bassin de lac, ça nous permet d'avoir une orientation et une accélération en fait, des process industriels autour de ce secteur-là particulier. On a un groupe projet aussi interfilière, l'idée étant que les filières industrielles doivent faire des jeux de passage entre différents secteurs d'activité. Donc l'aéronautique actuellement souffre sur notre territoire. L'idée, c'est de pouvoir travailler en interfilière, permettre la diversification. Donc on a un groupe projet dédié à cette thématique-là. Un groupe projet autour de l'attractivité. L'objectif, c'est que le territoire d'industrie puisse être attractif au plus haut niveau, donc à la fois au niveau national, mais aussi au niveau européen et international. L'idée nous permettra effectivement de compter sur de la relocalisation. Donc, on a des partenaires comme le Gipchem Park qui nous permet effectivement d'avoir des volets d'attractivité très forts autour de la chimie. L'idée étant de travailler peut-être sur des secteurs qu'on aurait identifiés comme stratégiques et qu'on puisse œuvrer dans ce sens-là. Et enfin, un dernier groupe projet qui vient de se mettre en place, c'est le groupe projet numérique. Alors, numérique et souveraineté. L'idée est effectivement de travailler sur la souveraineté de la data industrielle. Il y a un gros enjeu sur ce secteur-là et donc un groupe projet va se mettre en œuvre très rapidement. Ensuite, on a une équipe projet, donc une équipe pluridisciplinaire et notamment avec les référents économiques des EPCI et les référents des groupes projets, qui permet la coordination en fait intercommunautaire du contrat. Et la caisse de résonance, on va dire industrielle, c'était aussi une volonté des référents industriels, notamment Dominique Maucly, qui voulait avoir une instance effectivement de discussion sur les enjeux de l'industrie de demain. Donc, ce comité de suivi va être mis en place donc, la semaine prochaine, présidé par les deux référents industriels de territoire d'industrie, donc Marc Mesplaro et Dominique Maucly. Et l'idée étant de travailler sur le contrat, l'orientation du contrat et les thématiques stratégiques à mettre en œuvre dans le cadre de ce contrat d'industrie. Et ensuite, on a des instances, on va dire plutôt alors technico-politiques, qui sont autour en fait d'un comité technique local qui permet effectivement de s'assurer qu'il y a bien le financement au rendez-vous de toutes les actions qui sont dans le territoire d'industrie. Et on a un comité local effectivement qui est là sur l'instance en fait plutôt décisionnelle et politique qui valide à la fois les plans de financement et les avenants. Sachant que le territoire d'industrie est en lien aussi avec les deux régions qui restent pilotes en fait de la démarche. Donc on a deux régions en lien, donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, et qui nous permet en fait de valider au quotidien les fiches actions qui sont remontées dans le cadre de ce contrat d'industrie, parce que c'est un contrat qui vit tout au long de ces 3 années ou 4 années qui vont arriver. Et l'idée, c'est effectivement d'être force de proposition et développer de nouveaux projets au regard du contexte actuel, notamment dans un contexte de crise sanitaire et économique dont le pays est secoué. Donc, juste par rapport au contrat d'industrie, pour rappel, donc on avait identifié d'ores et déjà les enjeux de notre contrat d'industrie. Donc, c'était accroître l'attractivité de notre territoire de manière partenariale et de travailler en task force
par rapport à cette démarche-là, encourager l'innovation, développer le tissu d'entreprises PME, PMI pour justement les doper, pour permettre en fait de créer des ETI en tant que telles et qui ont un avenir sur notre territoire et consolider le capital humain, attirer, former et recruter. Donc, on a des atouts sur notre territoire. On a quand même relativement un faible taux de chômage. Bon, c'est vrai que là, c'était des données qu'on avait avant la crise. On attend effectivement les rendus suite à la fin peut-être des PGE. Pour l'instant, ça permet encore de tenir les choses, mais on s'attend à une augmentation quand même du taux de chômage sur notre territoire. On a des infrastructures industrielles de qualité avec des plateformes de transfert, Canoë, Prime, Métallicadour, qui nous permet effectivement de pouvoir identifier des transferts technologiques possibles, une main-d'œuvre qualifiée et un pôle de formation et de recherche qui est reconnu à l'échelle internationale avec l'Université de Pau et des Pays de la Dour, qui est labellisé ICIT à l'échelle internationale. Au niveau de notre contrat d'industrie, donc on a plusieurs axes de développement stratégique. Donc l'amélioration de la gestion territoriale des emplois et des compétences. Donc actuellement, on va lancer une démarche en fait avec une assistance à maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner sur les diagnostics prospectifs et identifier les métiers de demain. Encourager les actions de marketing territorial pour avoir une visibilité, une lisibilité de notre territoire et de nos forces à l'échelle donc du territoire d'industrie. Encourager la transition énergétique autour de l'hydrogène, de traitement des déchets. Faciliter la mobilité à l'échelle du territoire. On est sur un territoire effectivement interrégional. Et c'est vrai que les compétences transport, des fois, ne nous permettent pas en fait, de mettre des synergies entre les territoires. Il y a une frontière administrative. Et l'idée, c'est de pouvoir quand même œuvrer pour faciliter la mobilité, notamment des salariés et des entreprises à l'échelle de la quota. On a aussi un gros enjeu sur la revalorisation des friches industrielles sur les territoires. Donc là, il y a aussi un enjeu. On participe à des comités nationaux notamment piloté par l'ANCT, qui nous permet en fait d'identifier des fonds qui nous permettra de recycler les friches industrielles, sachant qu'on est dans une démarche de ZAN, de zone artificialisation nette. Donc, on a un gros enjeu de recycler nos friches pour permettre toujours le développement industriel et économique de notre territoire. Enfin, c'est renforcer également les filières clés. On a des filières industrielles qui sont très diversifiées, avec l'énergie, la géoscience, avec l'histoire et l'historique autour de Lacq et notamment de Elf Aquitaine, la présence aussi de Total, la chimie, toujours sur Lacq, l'aéronautique, la céramique technique, l'agroalimentaire, le numérique. Donc, on a des filières clés. L'idée, c'est un petit peu de les faire accélérer sur des transitions énergétiques et digitales, en lien notamment avec le plan de relance qui a été acté donc en début d'année, enfin début septembre 2020. Et enfin, la création d'outils de transfert technologique et la mise en synergie. On a énormément d'outils. L'idée, c'est de les mettre en collaboration entre tous et d'avoir identifié on va dire des trous dans la raquette pour permettre de développer des nouveaux outils qui correspondraient à des nouvelles orientations autour de la transition énergétique et du numérique. Donc, notre contrat d'industrie, c'est un contrat qui est assez fort, où on a un coût global des actions qui est estimé désormais à 258 millions d'euros, donc presque 260 millions d'euros d'investissement sur notre territoire, porté à la fois par la sphère publique, mais également privée, avec des vrais projets industriels intéressants et avec un enjeu fort sur notre territoire. Ce sont 48 fiches actions, donc 9 qui sont à l'échelle de territoires d'industrie pour travailler sur la synergie et l'écosystème territorial, 19 qui sont portées dans le cadre de la région Nouvelle-Aquitaine et 20 côté Occitanie. Au niveau des subventions publiques, à ce jour, nous avons 14 millions d'euros d'accompagnement financier avec une répartition donc, entre les différents financeurs, sachant que la subvention et les subventions de l'État vont être largement augmentées dans le cadre notamment du plan de relance, qui nous permet d'accompagner les industriels sur leur stratégie de développement, mais aussi de relocalisation sur notre territoire. Donc ça, c'est une petite cartographie de notre écosystème de territoire d'industrie. Donc vous voyez qu'il y a des actions sur l'ensemble des intercommunalités ou pratiquement. L'idée est désormais de pouvoir rayonner aussi à l'échelle des collectivités un peu plus rurales,
notamment au niveau du nord Béarn et également à l'ouest, à l'est du Béarn. Donc l'idée, c'est effectivement de diffuser ces informations-là, de diffuser la dynamique et de permettre effectivement de montrer que territoire d'industrie, c'est aussi le travail d'un écosystème. Et donc, ça peut toucher aussi un certain nombre de secteurs, notamment la question si on aborde la question du numérique, c'est aussi la question des tiers-lieux, la question du télétravail. C'est aussi des enjeux de demain à développer sur notre territoire. Donc, quelques exemples de projets emblématiques sur le territoire d'industrie. Donc, j'ai parlé de la GPECT à l'échelle, donc qui est en cours de consultation pour justement répondre à un enjeu de demain. On a effectivement notre clé de voûte qui est l'étude sur la structuration de la filière hydrogène à l'échelle de territoire d'industrie. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans le cadre du séminaire. Des écoles de production portées par l'UIMM Adour, donc qui, par exemple, au regard de la crise sanitaire et économique que nous avons en cours, l'idée au départ, c'était de faire des écoles de production autour de l'usinage et de la chaudronnerie. L'idée, c'est de basculer en fait ces écoles de production sur la transition énergétique et la transition numérique pour montrer que, effectivement, même les décrocheurs scolaires, on pourra les orienter sur les nouveaux métiers de demain en intégrant effectivement la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Nous avons aussi des projets comme le campus d'excellence de la transition énergétique qui nous permettra d'accompagner aussi le système de formation et de compétences renforcé sur notre territoire. On a un gros projet porté par Terega qui est Impulse 2025 qui va travailler sur les systèmes énergétiques, mais je pense que Dominique Maucly, présent à ce séminaire, pourra peut-être évoquer effectivement ce projet-là. Des biométhanisations de boue sur Cap Ecologia. On a aussi la structuration d'une filière de biocarburants pour l'aéronautique. Des productions de biogaz et de digestat sur le site de Mourinx, donc sur la communauté de communes de la Cortèze. La capture et le stockage géologique du CO2 sur un contexte mondial en application au sud-ouest en lien avec le pôle de compétitivité à Hervénia. La transformation des friches industrielles, des projets de biométhanisation, un hub industriel autour de la maintenance aéronautique et de l'e-aéronautique, donc avec l'aéronautique décarbonée. Et là, je pense que ce sera Jean-Michel Seigneuret qui pourra évoquer effectivement un sujet de l'avion de demain. Des usines, en fait, 4.0, usines du futur, industrie du futur, notamment autour du pôle de céramique de Bazette, sur le pôle de Céraminov Pyrénées, qui nous permettra effectivement d'accompagner la transition digitale de nos industries de demain. Et enfin, un pôle entrepreneurial autour de la filière de l'eau et de l'énergie à Bagnères de Bigorre. Donc voilà, vous voyez bien qu'il y a une diversité effectivement des actions, des projets qui nous permettent effectivement de toucher l'ensemble des champs d'intervention pour renforcer l'industrie sur notre territoire. Donc ça, c'est un exemple par rapport à la filière hydrogène, des actions qui sont actuellement en cours de montage. Donc voilà, territoire d'industrie apparaît à différents niveaux, notamment avec la réalisation d'une étude prospective qui est en cours de finalisation sur notre territoire. Des animations collectives qui ont été réalisées via le groupe projet, mais également des séminaires dédiés avec les industriels donc, qui ont lieu au mois de juillet 2019. On est en train de travailler sur le calibrage de notre écosystème avec une identification des besoins de la filière. Donc, on échange régulièrement avec nos industriels pour identifier les projets industriels en lien aussi avec les projets portés par les intercommunalités, notamment sur la question de la mobilité durable. On a des réunions aussi avec les établissements d'enseignement supérieur pour regarder l'état de l'art et voir sur les futurs projets de doctorants, de challenge scientifiques, de chaires partenariales qui pourraient justement renforcer les briques technologiques de notre écosystème hydrogène. Le lancement de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui intègre les futurs métiers de l'hydrogène et anticipons les formations de demain sur notre territoire. On a un volet attractivité, donc ça c'est une démarche en lien avec Business France et tous les partenaires, le GIP Chempark, la CCI, qui nous permettent d'avoir peut-être un ancrage à l'international de notre écosystème. Un volet innovation, c'est-à-dire que quand on a des projets qui sont sourcés sur notre territoire, qui sont innovants, la brique forcément hydrogène doit être intégrée ou réfléchie. Et l'idée, c'est à chaque fois d'accompagner cette brique à l'intérieur des projets d'innovation à venir sur notre territoire. Et enfin, on a un gros volet financement. Donc là, c'est actuellement notre travail de recherche de financement européens, nationaux et régionaux
La chance, c'est qu'on a désormais les feuilles de route qui ont été établies à toutes les strates, qui nous permettra effectivement d'accompagner la démarche en fait, de la structuration à la fois de la filière hydrogène et la valorisation de notre écosystème à une échelle beaucoup plus large, sachant qu'elle pourra être travaillée à une échelle internationale, voire déjà transfrontalière avec nos amis Aragon, notamment Patrice Bernoz est en lien avec nos amis espagnols pour permettre effectivement un travail à l'échelle transpyrénéenne pour le coup. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup pour cette présentation très complète du territoire d'industrie Lac-Potarde. Comme on a pu le voir, la transition énergétique fait partie des principaux projets mis en place dans le cadre du dispositif. Je vais m'adresser tout d'abord à Monsieur Maucly. Quels sont les projets qui sont en faveur de la transition énergétique et quels ont été les moteurs derrière l'accélération de la transition sur votre territoire? Bien, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce webinaire qui va me permettre à la fois de vous parler un petit peu de Teréga et de l'évolution de Teréga, parce que c'est ça en fait le moteur derrière nos évolutions, et puis du rôle de Teréga dans les territoires. Alors, juste d'abord pour nos auditeurs, pour qu'ils comprennent bien ce que l'on est en deux mots, en fait on est un opérateur de réseau. On transporte du gaz et on stocke du gaz dans nos infrastructures, et on est un opérateur régional. Pourquoi régional? Bien évidemment, notre rôle est à l'échelle nationale, mais nos infrastructures couvrent la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Donc, quelque part, on est bien à cheval sur les deux régions que recouvre le territoire d'industrie. Et c'est dans ce cadre-là, compte tenu de l'évolution des gaz, que l'entreprise s'est posé la question de sa position et de ses évolutions à terme. Donc, nous, on est confronté de fait à 3 challenges, comme beaucoup d'entreprises. Alors, le premier challenge, c'est celui de la transition énergétique. Et on l'aborde au travers de 2 thèmes. Il y a un premier thème qui est comment nos infrastructures et nos investissements de demain vont pouvoir répondre à la décarbonation du système énergétique, et en particulier comment elles-mêmes vont s'adapter à l'hydrogène qui arrive, au biométhane, au biogaz qui arrive, et puis à l'évolution au sens large des réseaux. La deuxième façon dont on l'aborde, c'est qu'en fait, on offre un service, et notre objectif, c'est d'offrir un service à l'ensemble des industriels qui utilisent les ressources énergétiques pour les aider à décarboner l'ensemble du système énergétique. Donc ça, c'est un rôle un petit peu nouveau, mais ce rôle un petit peu nouveau, on souhaite le prendre parce qu'on pense que dans la façon dont on peut organiser sur les plateformes industrielles la production et la consommation d'énergie, on a un rôle à jouer parce que les gaz sont présents dans tous les process industriels. Et les gaz, c'est de l'hydrogène, il y aura de l'hydrogène demain, ça va être du méthane, soit du méthane sous forme de gaz naturel, soit sous forme de biogaz. Ça va être aussi la chaleur, ça va être aussi le CO2, dont il faudra faire quelque chose. Avant de le supprimer complètement, il va falloir l'utiliser, et on peut l'utiliser dans un certain nombre de procédés. Donc l'idée aussi, c'est derrière l'adaptation de nos infrastructures pour s'adapter à l'hydrogène, on a aussi le projet d'adapter notre rôle pour devenir un opérateur d'infrastructures locales pour optimiser les productions et les consommations énergétiques. Et c'est ça en particulier qu'on veut démontrer au travers du projet Impulse 2025 dont a parlé Audrey tout à l'heure. Donc ça, c'est la façon dont on aborde la transition énergétique. Mais on est aussi confronté à la transition digitale. Pourquoi? Parce que dans nos modes de fonctionnement habituels, on a besoin d'être au top dans le digital pour être présent sur les marchés qu'on a aujourd'hui, puis parce que de plus en plus, en fait, les interactions entre nos infrastructures et nos clients ou les fournisseurs de nos clients augmentent. De plus en plus, ils veulent des données, etc. Et on a ce devoir d'optimiser la relation qu'on a avec eux. Donc, on a aussi dans nos projets, et ce sont des projets auxquels on souhaite associer l'ensemble du territoire, cette volonté de traiter la problématique de tout ce qui est information industrielle et optimisation des flux énergétiques. Et pour ça, on a besoin du digital.
Donc, on a des projets sur ce champ-là, mais je vais répondre à votre question sur la transition énergétique. Donc, je ne vais pas m'apesantir là-dessus. On reviendra sur le digital plus tard. Et puis, on a aussi, puisqu'on y est confronté à la transition sociétale, c'est-à-dire aux attentes de l'ensemble des publics chez qui nos infrastructures passent, d'avoir des infrastructures qui soient le plus responsables possible. Et c'est pour ça qu'on a engagé l'entreprise depuis maintenant quelques années dans un programme qu'on appelle Bipositif, qui est bipositif sur l'ensemble des caractéristiques en émissions de CO2, en tout type de nuisances. L'idée, c'est de créer de la valeur avec nos infrastructures. Et donc, sur l'ensemble de ces filières-là, que ce soit les déchets, le traitement du CO2, les émissions de méthane, l'entreprise se veut engagée, elle se veut aussi solidaire du rebond des territoires. Et donc, on a aussi des actions dans ces domaines-là. Alors, pour nous, c'est sûr qu'au cœur de tout ça, c'est l'entreprise demain dans les énergies de demain. Alors, je vous ai parlé d'Impulse 2025, qui est en fait un nouveau type d'activité pour nous, dans le même genre de beauté, mais cette fois-ci, on a aussi un programme qui est d'adapter nos infrastructures à l'hydrogène, alors sous deux biais. Le premier, c'est effectivement, demain, dans l'hydrogène, il y aura deux modalités, il y aura plusieurs types de modalités de production, mais dans son acheminement et son transport, vous aurez des infrastructures qui seront des infrastructures 100% hydrogène, et sur des productions qui sont des productions plutôt locales, avec des usages locaux qui vont se développer parce qu'il y a un intérêt pour les consommateurs de cet hydrogène à utiliser un hydrogène parce qu'ils y trouvent typiquement un intérêt qui est un intérêt économique, c'est-à-dire qu'en utilisant l'hydrogène, ils décarbonent un process et ce process leur permet de faire des économies ou de récupérer des incentives à l'utilisation de cet hydrogène plutôt que les carburants anciens qu'ils utilisaient. Donc là, il y a des business models qui existent et qui commencent à se développer. Et nous, notre volonté, c'est d'être là aussi d'assurer la logistique de ces dispositifs-là entre le producteur d'hydrogène et le consommateur d'hydrogène. Donc, dans les territoires, vous pourrez compter sur nous. Il y a un challenge de compétences, il y a un challenge de construction de ces infrastructures, mais on est prêt à y aller. Et puis la deuxième façon dont on souhaite accompagner le développement de l'hydrogène, c'est qu'il y aura des flux d'hydrogène inter-pays. Et on sait que la production d'hydrogène, par exemple, en Espagne, sera moins coûteuse qu'en France. Et donc, il y aura la transformation de quelques-unes de nos infrastructures, soit en les adaptant en faisant du blending, c'est-à-dire du mélange hydrogène et méthane, soit en faisant du 100% hydrogène. Et c'est sur des échelles de temps un petit peu plus longues, ce qu'on se fixe aussi comme objectif. Et donc là, il faudra travailler avec l'ensemble des industriels du bassin d'emploi sur l'évolution de nos infrastructures pour leur permettre d'arriver à gérer cet hydrogène en quantité variable à l'intérieur de nos canalisations. Voilà donc un petit peu pour illustrer, mais tous ces projets, on les inscrit dans territoire d'industrie. Pour nous, territoire d'industrie, c'est le vecteur collectif. On est une petite entreprise, je veux dire, une fois de plus, certes, on a 5000 km de canalisation, on a de gros stockages, etc. Mais au bout du bout, nous, on est un facilitateur. Et ce facilitateur, c'est un facilitateur dans le monde de la transition énergétique. On souhaite aider et en même temps, on veut s'adapter à cette transition énergétique. Et notre meilleur point d'appui, c'est le territoire. Donc, plus on travaillera tous ensemble vers l'évolution de notre écosystème, plus en termes de compétences, en termes de fournisseurs, en termes d'évolution de nos infrastructures, en fait, on sera performant. C'est ça ce qu'on souhaite, en tout cas, à territoire d'industrie. Merci beaucoup. Je passe la parole à présent à Monsieur Bernos, peut-être pour nous parler de la question de la transition énergétique sur le territoire de Lac. Merci. Vous m'entendez bien? Oui, oui, très bien. Parfait. Pour répondre à une question de l'intervenant, l'orateur ou l'intervenant précédent, c'était bien Dominique Maucly, qui est le président directeur général de la société Teréga. Comme il dit, une petite entreprise. Je vous invite à aller visiter son site et vous verrez un peu de quelle nature d'entreprise il s'agit. En ce qui me concerne, Patrice Vernos, je suis le manager du GIP Chempark à Lac. Donc, le GIP, c'est Groupement d'intérêt public. C'est un organisme qui a été mis en place depuis 2003 pour continuer toutes les actions de reconversion industrielle qui avaient été réalisées pratiquement depuis
la découverte et l'exploitation du gaz de lac par la société SNPA, SNEAP, Elf Aquitaine et aux dernières actualités, Groupe Total. Toutes ces actions de reconversion avaient permis de faire en sorte que ce soit un territoire qui développe des activités industrielles et qui prépare l'après-gaz, après-gaz qui n'est pas définitif d'ailleurs encore à aujourd'hui, puisque nous continuons d'exploiter le gaz, ce qu'il reste du gaz dans le gisement, mais uniquement pour des besoins industriels et plus pour des besoins de consommation. Donc, c'est un territoire qui s'enorgueillit un peu de la réussite de cette reconversion industrielle, comparativement à ce qui a pu se passer par ailleurs sur des territoires qui ne se sont pas suffisamment préparés en amont. Et donc, le GIP Chempark a pris un peu le relais de tout ce qui se faisait antérieurement, de manière avec une organisation collective et en réunissant la totalité des parties prenantes du territoire, depuis l'État, le conseil régional, les communautés de communes et les différents partenaires. Pour en revenir à la transition énergétique, ou pour en arriver plutôt à la transition énergétique, dans le cadre de ces actions de reconversion et maintenant de développement industriel, nous sommes partis d'un constat, de quelques constats, mais le principal, le constat majeur, c'est que le territoire du bassin de lac a participé à l'indépendance énergétique de la France pendant une soixantaine d'années, à travers justement la découverte et l'exploitation du gisement de gaz de lac, et qu'il était assez naturel qu'après avoir participé ainsi à l'indépendance énergétique, on se tourne vers les énergies renouvelables, vers la transition énergétique, et nous avons effectivement mené, et nous continuons de mener, un certain nombre d'actions dans ce domaine-là. Je voudrais peut-être rapidement traiter un ou deux points. D'abord, l'industrie. Je pense qu'en France, mais c'est un constat que nous partageons, je pense, tous, et sur le plan depuis l'échelon national, nous avons peut-être trop rapidement tourné la page industrielle en nous disant finalement, l'avenir en France, ça sera le numérique, ça sera tout ce qui tourne autour de l'informatique, et puis l'industrie, on essaiera de maintenir ce que l'on pourra. Cette stratégie nouvelle depuis quelques mois, presque 1 ou 2 ans maintenant, qui consiste à faire une sorte de reconquête industrielle dans notre pays, c'est un effort que nous saluons, et c'est pour ça que nous nous sommes investis au niveau du GIP Chempark depuis l'origine du projet tel qu'il a été conçu sur le plan national, dans la création de ces territoires d'industrie lac-Potarbes, qui nous semblait d'autant plus pertinent que c'était l'occasion, effectivement, comme l'a dit Audrey, de faire travailler ensemble, ou de mieux faire travailler ensemble, parce qu'il ne faut pas dire quand même qu'antérieurement, on ne travaillait pas ensemble, mais de mieux faire travailler ensemble 2 territoires qui nous sont séparés, 2 départements qui ne se sont séparés que par 40 km, et 2 régions administratives qui peut-être n'auraient pu faire recul, mais ce n'est pas le choix qui a été fait. Et donc, ce territoire interrégional, c'est l'occasion effectivement de pouvoir mieux travailler collectivement sur des projets et sur le développement économique d'un bassin d'emploi finalement qui est reconnu depuis l'origine. Je reviendrai sur l'hydrogène tout à l'heure. Ce que je voudrais dire, c'est que sur l'aspect filière industrielle, nous avons déjà au moins 4 projets en matière de résilience. Nous avons 2 projets qui ont été 2 sociétés qui ont déposé des projets qui ont été labellisés dans la première phase de l'appel à projet sur la résilience, et nous en avons 2 autres qui ont déposé des projets sur la deuxième phase de l'appel d'offres, qui est l'appel à projet qui s'est terminé le 17 novembre. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà travaillé depuis quelque temps, tout simplement parce que les industriels ont pris conscience bien avant la crise du Covid que continuer à faire fabriquer des composants chimiques en Asie et les faire revenir, c'était quelque chose qui posait des questions, des problèmes de fiabilité, des problèmes de délai, des problèmes de bilan carbone. Et donc, ils ont finalement anticipé sur ce qui s'est passé pendant la crise du Covid,
et nous avons déjà des projets qui sont mûrs et qui pourront être financés. Pour en revenir à la transition énergétique, nous avons malheureusement, nous sommes un bassin d'emploi qui a connu des problèmes industriels avec l'arrêt majeur de quelques grosses entreprises ayant eu des activités chimiques dans le passé et qui ont, pour des raisons X, Y, Z, décidé de quitter le territoire. C'est un site particulier qui est le site de plusieurs communes réunies sur notre bassin de lac que l'on dénomme le site de Pardis-Noguer. C'est un site qui comprend pratiquement 350 hectares, dont 200 hectares ont été abandonnés au fil du temps par 3 sociétés majeures. Ces sociétés majeures ont été amenées, bien sûr, accompagnées par les services de l'État, à faire de la dépollution, à faire du démantèlement pour remettre à niveau ces sites de manière à pouvoir engager de nouveaux projets industriels. Et dans le cadre de la reconversion de ce site, nous nous sommes naturellement tournés, comme je l'ai dit tout à l'heure, vers la transition énergétique. Et aujourd'hui, nous avons sur ce site des projets qui portent sur la méthanisation, qui portent sur des centrales solaires au sol, avec Total Cadran sur les centrales solaires au sol, avec Font-Roche sur la méthanisation, avec Suez sur du traitement de CSR, combustible solide de récupération, pour produire de l'énergie et de la vapeur verte. Et puis avec Dominique Mocli et sa société Terega, nous réfléchissons à aujourd'hui, où nous travaillons sur un projet qui pourrait consister à récupérer le CO2 du méthaniseur avec de la production d'hydrogène vert et avec tout ça de faire du méthane pour l'injecter dans les canalisations de Terega. Donc ce ne sont que quelques exemples de projets, mais je voudrais terminer sur la filière hydrogène parce que j'ai vu qu'il y avait un participant qui avait posé une question sur la filière hydrogène. Effectivement, tous les territoires à aujourd'hui, que ce soit en Europe, que ce soit en France, affichent des volontés en matière d'hydrogène. Chaque territoire a ses spécificités. Il faudra bien à un moment donné, effectivement, qu'il y ait une vision nationale. La vision nationale que l'on peut avoir à aujourd'hui, c'est que ce serait sûrement un tort, compte tenu du coût de la production de l'hydrogène vert à aujourd'hui, ça serait sûrement un tort de multiplier à travers l'ensemble du territoire des petits électrolyseurs, de la production d'hydrogène vert de petite capacité qui n'auraient pas la possibilité d'offrir à un moment donné une véritable compétition par rapport à l'hydrogène décarboné ou par rapport à d'autres énergies. Donc il faut effectivement qu'il y ait une vision nationale pour essayer de faire en sorte que chaque macro-territoire puisse disposer d'une production industrielle de capacité supérieure. C'est là que le bassin de lac peut avoir un rôle à jouer en ce qui concerne au moins le Grand Sud-Ouest. Et c'est là qu'effectivement, avec des acteurs majeurs comme Terega, comme Total, comme Air Liquide, comme d'autres partenaires que nous sollicitons et qui sont présents sur d'autres territoires, nous essayons effectivement de faire quelque chose en matière d'hydrogène vert. Et comme l'a dit Audrey, que nous travaillons avec le transfrontalier, parce que nous avons l'opportunité effectivement du côté de l'Aragon d'avoir des partenaires qui sont déjà investis sur l'hydrogène vert, sur les énergies renouvelables, avec peut-être des conditions qui sont totalement différentes à celles de la France, parce que si sur le bassin de lac nous avons réussi à convaincre un certain nombre de partenaires pour que Total Cadran installe 60 mégawatts de production de centrales solaires au sol sur 70 hectares, du côté espagnol, c'est plutôt un coût de centaines d'hectares qu'ils peuvent faire de la production électrique à un coût qui est beaucoup plus compétitif, et donc la production d'hydrogène vert derrière sera elle aussi beaucoup plus compétitive. D'où l'idée effectivement de faire une dorsale européenne de l'hydrogène, ça je pense que ça parle à Dominique, et une dorsale européenne de l'hydrogène qui pourrait justement s'appuyer sur le réseau gazier qui existe avec notre société Terega et qui traverse déjà effectivement les Pyrénées
Soit réutiliser des canalisations existantes, soit peut-être créer des réseaux nouveaux, mais ça c'est la recherche et le développement qui le dira. Donc voilà un peu toutes les raisons pour lesquelles le bassin de lac est positionné sur la transition énergétique. Je ne voudrais pas quand même oublier, parce que j'ai vu un peu la liste des participants, et souligner que ce bassin de lac qui est né du gaz exploité par Elf Aquitaine, racheté par Total, il continue d'être soutenu par le groupe Total et au travers de sa filiale Total Développement Régional, donc qui est un appui sur la prospection que nous faisons sur les nouveaux projets et qui nous aide à les avancer et les faire maturer. Je reste à votre disposition. Merci beaucoup. Comme on l'a vu dans la présentation de Madame Lebar, à côté du volet transition énergétique, qui constitue un projet important au sein du dispositif, il y a aussi un volet compétences qui est très important. Je me tourne à présent vers Monsieur Seigneuret et je voudrais savoir quelles sont les formations qui sont offertes sur le territoire pour les futurs salariés des filières d'avenir dont nous venons de parler. Et puis, une seconde question, comment faire correspondre les compétences qui sont disponibles sur les territoires avec les besoins des entreprises dans une logique de compétences interfilières, cette logique interfilière dont nous a également parlé Madame Lebar. Merci, bonjour à toutes et à tous. Je me présente donc Jean-Michel Seigneuret. Je suis le président de la société Seigneuret, société familiale, créée par mon grand-père en 1965 et qui, depuis donc maintenant près de 55 ans, est implantée sur le territoire des Hautes-Pyrénées, essentiellement dans la filière et dans le secteur de la sous-traitance aéronautique. Donc forcément, la crise sanitaire et la crise économique qui en découle sur le secteur aéronautique aujourd'hui a des conséquences compliquées et dramatiques et oblige l'ensemble des acteurs de la filière à se poser beaucoup de questions, et en tout cas des questions qui étaient sous-jacentes depuis pas mal de temps, mais que, portées par la dynamique et par l'augmentation des cadences aéronautiques, finalement, ont retardé à plus tard. Sauf que là, aujourd'hui, la réalité, pragmatiquement, c'est une diminution entre 30 et 70% du chiffre d'affaires sur la filière, 30% pour les acteurs, les ETI, ce qu'on appelle les rangs 1, et jusqu'à 70% pour les rangs 2, les rangs 3, et pour le groupe Seigneuret, ça se traduit par une baisse du chiffre d'affaires d'à peu près 50%, de manière non pas ponctuelle, mais de manière durable, puisque les retours à des niveaux connus en 2019 n'auront vraisemblablement pas lieu avant 2025 ou 2026. Donc par rapport à ça, on se trouve dans une situation qui est celle de se réinventer, de trouver d'autres portes, d'autres débouchés, d'autres solutions. Et on se rend compte qu'en fait, on a des opérateurs très spécialisés, très professionnels, mais qui sont, je dirais, formatés à ce que sont aujourd'hui les exigences et les normes de l'aéronautique. Donc, par rapport à cette problématique-là, il nous faut aujourd'hui nous tourner vers de nouveaux secteurs, vers de nouveaux débouchés. Et donc, la notion de pluricompétence, de prêt de personnel et de formation est au cœur de nos dispositifs pour essayer de limiter la casse sociale qui arrivera inévitablement en 2021, une fois, je dirais, que les PGE auront tenu leur rôle. Il faudra malheureusement en arriver à passer à des choses plus douloureuses. Et on a deux solutions en fait, c'est soit adapter nos effectifs à la situation du chiffre d'affaires à un instant T, c'est-à-dire de diviser en deux, soit de trouver les solutions pour maintenir, puisque c'est quand même le rôle de toute PME et de PME familiale en plus, puisqu'on a une histoire avec chacune et chacun de nos salariés, de trouver des solutions pour que ces gens-là soient employés, mais pour le coup, ils seront employés sur des secteurs d'activité et sur des tâches qu'ils n'avaient pas forcément l'habitude de faire directement. D'où certains dispositifs intéressants comme celui qui se développe aujourd'hui, notamment grâce au support de l'IUMM de prêt de main-d'œuvre. On a la chance sur le territoire des Hautes-Pyrénées d'avoir également une activité ferroviaire qui, elle, se porte bien et se diversifie. Donc l'idée de travailler sur le fait qu'un chaudronnier aéro, finalement, peut être aussi un chaudronnier dans le milieu ferroviaire paraît une évidence, mais ça pose énormément de questions d'adaptabilité et également de qualification, de certification. Donc, il y a un travail qui se fait aujourd'hui pour permettre justement à ce que les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre et les entreprises qui ont de la main-d'œuvre puissent se parler
Alors, ça paraît tout bête et tout évident, mais c'est quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent. Chacun travaillait dans son couloir. Et je pense qu'aujourd'hui, une des clés véritablement de l'optimisation de nos main-d'œuvre, qui sont nos richesses. Je veux dire qu'aujourd'hui, pour former un chaudronnier, le jeune, il commence son parcours à 15-16 ans et il est optimisé aux alentours de 5, 10 ans, 15 ans d'ancienneté. Donc, ça veut dire qu'on investit tous, l'État via les cursus de formation et les entreprises via l'entrée de ces gens-là dans les entreprises, le tutorat, ainsi de suite, beaucoup sur ces gens-là. Et vraiment, la préoccupation première, c'est de garder ces compétences dans des secteurs industriels. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit précédemment sur le fait que l'industrie qui a été, alors je le dis sans aucune frustration, un petit peu galvaudée ces dernières années, revient, je dirais, au cœur du sujet, des préoccupations, et encore beaucoup plus fort depuis le début de la crise, puisqu'on a juste conscience de son importance sociale, et sur des territoires comme l'autre, de son histoire. On est quand même issu d'un territoire où il y a eu Giat Industrie, il y a eu Alstom, où c'était des sociétés de production avant tout, qui sont débarrassés de leurs outils de production, mais ces outils de production se sont transférés sur un tissu de PME et de TPE qui aujourd'hui sont en une grande souffrance et ont besoin véritablement aujourd'hui de se réinventer. Donc, pour synthétiser un petit peu, parce que ça peut paraître un peu abstrait, aujourd'hui, notre entreprise, qui était une entreprise de PME de la filière aéronautique, doit devenir une PME de territoire. Et pour ça, ça veut dire qu'on doit, parce qu'on devient une PME de territoire, être capable de répondre à des problématiques, bien sûr, sur l'aéronautique, qui est loin d'être enterrée, qu'on aura encore de beaux jours devant elle, mais sur le ferroviaire, peut-être également à mener des solutions techniques par son savoir-faire sur le développement d'une filière hydrogène qui peut se créer demain. Et en tout cas, sur un territoire comme le nôtre, une entreprise qui doit travailler au sens des mobilités au sens large. L'avion, le train, les bus, ainsi de suite. Voilà. Et donc, il y a tout un travail qui doit s'opérer dessus pour garder nos compétences et pour vraiment permettre à nos entreprises qui étaient super spécialisées dans des filières de prestige de devenir, entre guillemets, plus généralistes, mais beaucoup plus capables de répondre à un besoin marché local. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu aux questions du coup, mais que j'ai même oublié d'ailleurs. Non, merci beaucoup. Toujours sur cette dimension de compétences, Monsieur Maucly, auparavant, vous aviez dit que finalement, pour vous, la transition énergétique, elle est de pair avec la transformation numérique. Est-ce que vous pouvez préciser comment vous faites cette association et quelles conséquences cela a sur la création de compétences? Oui, alors effectivement, en fait, je suis même convaincu qu'on ne réussira pas la transition écologique sans la transition numérique. C'est-à-dire que c'est un vrai atout et c'est vraiment nécessaire. L'optimisation des systèmes, l'optimisation des consommations, les prévisions qu'on peut envoyer aux consommateurs, tout ça, ça passe par du digital et ça passe par du capteur et autres. J'en profite pour dire que dans les réflexions qu'on a menées entre la filière aéronautique et la filière énergétique, on a trouvé des ponts. Et il y a en particulier tout ce qui est capteur. Donc, je le dis à M. Signoret, il y a aussi des ponts entre vos métiers et les métiers de l'énergie autour de tout ce qui est capteur et insertion de capteurs dans les infrastructures. Donc, en fait, à partir des capteurs et des informations issues de tout ça, on a de l'information et cette information, il faut pouvoir l'utiliser intelligemment. À l'échelle de notre entreprise, on aurait pu se dire finalement, on garde tout ça chez nous en propriétaire et puis on discute de tout ça avec nos clients. En fait, on ne peut pas et on est obligé d'utiliser les outils qui sont les outils mis à disposition de l'ensemble des communautés aujourd'hui. Et ces outils sont dans le cloud aujourd'hui. On ne peut rien, c'est comme ça. Certains pourraient dire oui, mais c'est géré par des grands vilains opérateurs. Non, c'est géré par des opérateurs et ces opérateurs, en fait, ils vont installer leurs infrastructures là où il y a de la demande. Donc, plus on va tous ensemble migrer dans le cloud, plus d'abord, il y aura une offre sans doute nationale, mais même les GAFAM vont s'installer et vont installer des centres de calcul dans nos régions. Si je prends Amazon, ils auront leur premier centre de calcul dans la région parisienne, mais nous, on les porte, on les intéresse, on essaie de les intéresser à venir installer des centres de calcul aussi dans nos régions. Alors, tout ça, c'est des nouveaux métiers. C'est-à-dire que faire la bascule de je gère mon outil industriel à je gère une relation client, c'est une évolution en termes de compétences intrinsèques, c'est-à-dire bien comprendre ce que son client veut, mais en même temps, c'est une évolution dans la gestion des systèmes d'information et la nature des compétences. Donc, cette transition, on l'a faite, on l'a amorcée en 2017.
Et on a bien aussi pris conscience des problèmes de sécurisation de données. Donc, pour faire ce saut, on a développé une petite technologie. Alors là aussi, je dis petite technologie, c'est parce que c'est assez simple. Et ce qu'on souhaite, c'est de faire en sorte que cette technologie soit disponible pour tous les industriels qui ont envie de faire ce saut. Et c'est un des projets qu'on a proposé dans le territoire d'industrie. Elle est disponible, elle est testée, hein, cette techno. Maintenant, il faut simplement qu'elle se déploie dans les univers industriels parce qu'elle permet très simplement de séparer les process industriels sur lesquels on souhaite absolument garder une maîtrise complète et éviter de l'insertion de gens qui voudraient avoir des données sur nos procédés ou des données sur notre fonctionnement industriel, de ce qui se passe dans le cloud. Donc, nous, on a développé les deux types de compétences et on a besoin d'approfondir ça avec l'ensemble des acteurs du territoire. C'est pour ça que le digital, donc les deux types de compétences, c'est à la fois la sécurisation du fonctionnement de nos outils industriels et puis tout ce que l'on peut faire avec nos données une fois que ces données sont sorties quelque part de notre outil industriel pour être mis dans un univers qui est un univers de clients ou de parties prenantes. Et là, c'est toutes les technologies du cloud, du software as a service, de l'utilisation de plateformes as a service, etc. Et donc, on a mis quelques outils qui vont s'inscrire là aussi dans les outils du territoire d'industrie. Donc, nous, on pousse ce qu'on appelle la Cloud Academy, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas tout le reste. Bien évidemment, on va participer à tous les outils qui permettent au territoire de grandir dans le monde numérique et qui s'appuie, cette Cloud Academy, elle s'appuie sur des institutionnels de la formation locale. Et en même temps, pour vraiment exister, on a besoin de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je peux, chez Terega, par exemple, prendre en alternance 3 à 4 personnes. Je ne vais pas en prendre 10 ou 15. Et donc, en fait, on a aussi besoin que l'ensemble du territoire fasse ce mouvement pour donner une vraie dynamique de formation et de transformation et qu'après, le territoire ne soit pas simplement en train de développer, mais du coup, développe cette attractivité qui va être indispensable dans le monde dans lequel on est, de rendre ces outils extrêmement systématiques et utiles. Voilà. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on a fait ça, non seulement on a une demande de nos clients, c'est-à-dire une appétence de nos clients traditionnels pour qu'on soit toujours au top. On a développé le premier outil qu'on avait mis à disposition de nos clients, c'est des plateformes d'enchères dans le cadre de la mise en vente de nos capacités de stockage. C'est un outil qu'on a développé très rapidement, qu'on a mis à disposition, qu'on a construit avec nos clients. Ils en sont très contents. Mais on a aussi une demande interne qui est colossale. C'est ce qu'on appelle dans ce que notre directeur de la digitalisation chez nous appelle dans la maison Terega, avoir le digital dans l'entreprise comme à la maison. Pendant longtemps, on a été en avance dans les entreprises par rapport au type de service qu'on peut avoir à l'extérieur. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Donc, on vient par exemple de sortir notre catalogue de services internes. Ce catalogue de services internes, il est complètement bâti sur des plateformes avec des outils digitaux comme ceux que vous pouvez avoir en ligne avec votre banque. Eh bien, ça, c'est de la performance interne. Ça permet de limiter plein de frustrations en interne. Donc, la transformation, ça se valorise aussi en interne. Et quelque part, demain, c'est peut-être des services qu'on vendra à d'autres. C'est-à-dire le produit en tant que tel, on peut le mettre à disposition d'autres et ça peut devenir une offre qui peut être faite après de façon un petit peu plus standard. Voilà, donc il y a un univers qui s'ouvre à nous. Je partage complètement l'idée qui est que il y a le digital d'un côté, il ne faut pas se concentrer que sur le digital parce qu'au bout du bout, ce qui est important, c'est qu'on renforce notre outil industriel, les offres industrielles qui sont celles qui créent réellement l'emploi et qui solidifient la valeur économique d'un territoire. Sans ça, en fait, on ne va pas y arriver. Voilà, donc on peut en parler des heures. Le digital, d'abord, c'est mon premier métier. Alors, du coup, c'est peut-être plus facile pour en parler. Mais en même temps, je pense que voilà, faites le bon. Si vous avez besoin, là aussi, c'est pour ça que les clubs industriels sont importants. Il faut ceux qui se sentent moins à l'aise pour en parler, il faut qu'ils s'adressent à ceux qui sont peut-être un petit peu plus à l'aise pour en parler. En tout cas, il faut qu'on grandisse tous ensemble.
Merci. Madame Lebar, j'ai une question de la part d'un des participants qui se demande quelle filière est associée au projet de campus des métiers et des compétences dont on a pu parler auparavant, et est-ce que ce projet serait interacadémie et où se situerait-il? Donc, en gros, il existe déjà le campus des métiers. Donc, je sais que M. Jarnot nous écoute et j'ai vu qu'il était connecté. Donc, qui est l'animateur, le directeur du campus des métiers de la transition énergétique. Donc, en fait, le campus des métiers de la transition énergétique est actuellement, en fait, fonctionne déjà à l'échelle des Hautes-Pyrénées. Avec l'arrivée de Sébastien au sein du territoire, l'idée désormais, c'est de basculer en fait en campus d'excellence sur la transition énergétique. Et l'idée aussi, c'est peut-être d'avoir aussi un déploiement interrégional, donc interacadémie, et de permettre effectivement qu'il y ait un rayonnement entre les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, donc justement pour permettre que des projets qui sont dans le Béarn, par exemple, puissent forcément s'appuyer sur le déploiement et l'excellence du campus des métiers de la transition énergétique. Donc, en fait, il y a des passerelles qui existent. Je sais que Terega est aussi en discussion avec le campus des métiers. Il y a un projet, effectivement, de totem, notamment sur Tarbes, pour travailler justement sur un système multi-énergie. Donc, il y a des choses qui sont en train de se développer. Je sais qu'il y a un COS demain matin pour travailler justement sur la feuille de route. Donc, voilà, c'est en cours de déploiement. En tout cas, on a un directeur qui est très mobilisé, très motivé et qui a, en plus, sur le territoire, eu des très bons retours avec les industriels, enfin les grands énergéticiens. Donc, du coup, je pense que ce sera quelque chose qui va prendre de la valeur là-dessus. L'idée pour nous, effectivement, dans le cadre de territoire d'industrie, c'est dans le cadre notamment de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. On sait bien qu'il y a des briques de formation un peu partout. Et c'est pour ça qu'on essaie de travailler sur une chaîne de valeur sur les compétences et les métiers autour de la transition énergétique. Donc, on va commencer effectivement avec les écoles de production où on a orienté le numérique et la transition énergétique. On a le CFAI aussi qui est en train de réfléchir sur basculer de la maintenance aéronautique vers la maintenance de la transition énergétique, ce que disaient Dominique et Jean-Michel. Et l'idée, justement, c'est d'avoir ces passerelles-là. On a quand même des universités de haut niveau avec l'université de Pau et des Pays de l'Adour, qui est validée et qui est reconnue d'un point de vue international, donc le label ICIT sur la transition énergétique. On a le campus des métiers, effectivement, côté Haute-Pyrénées. L'idée, c'est d'avoir vraiment une chaîne de valeur de la formation et de la compétence autour de ces métiers-là et de ces futurs métiers-là, tout en ayant le lien avec la transition numérique. Donc, on a une démarche globale qui va être voilà, de manière partenariale, encore une fois, et collaborative, qui va permettre d'avoir un rayonnement à une échelle beaucoup plus globale. Et la question des emplois et des compétences est vraiment au cœur du système également. Merci beaucoup. On a pu parler de l'enjeu de sécurité en termes de données. On peut aussi parler de la sécurité industrielle sur les sites qui contribuent au secteur énergétique. Donc, je vais peut-être me tourner d'abord vers Monsieur Bernos. Quel problème de sécurité industrielle vous rencontrez avec le développement des activités énergétiques sur votre territoire? Et puis, comment le territoire s'est saisi de l'enjeu de souveraineté numérique dans la gestion des données industrielles? Premièrement, l'aspect sécurité. L'aspect sécurité, ce n'est pas une découverte sur le bassin de lac. Quand on a découvert le gisement de lac avec une très forte proportion d'H2S à l'intérieur, le premier puits, il a pété. Et le pompier américain qui est venu le boucher, il a dit surtout, vous n'y retouchez pas parce que c'est trop dangereux ce qu'il y a là-dessus, ça va vous péter la figure. Mais ce sont les industriels français, ce sont les responsables de ce développement qui ont fait tout ce qu'il fallait pour essayer de maîtriser le risque industriel. Je dirais que la force numéro 1 du bassin de lac en matière de développement industriel, c'est justement la maîtrise du risque industriel. Les industriels de notre territoire, mais comme partout ailleurs, ont un très fort sens des responsabilités. Ils tiennent compte de tout ce qui peut être porté à leur connaissance, de tout ce dont ils peuvent avoir connaissance pour essayer
de traiter le plus en amont possible le risque, de prévenir le risque et de faire en sorte qu'on ne réagisse pas a posteriori. Il n'empêche effectivement que quand on sort de chez soi, on peut recevoir une tuile sur la tête et le risque industriel, il ne peut pas être le risque totalement zéro. Mais nous faisons tout ce qu'il faut pour essayer de faire en sorte que, effectivement, le risque soit le plus minoré possible. Nous avons donc beaucoup d'instances qui travaillent sur cette notion de risque industriel, sur la notion aussi de protection de l'environnement. Le développement durable est rentré dans les mœurs depuis de très nombreuses années. La transition écologique sur le bassin de lac, nous l'avons pratiquement appliquée avant la lettre. Tout passe chez nous par une mutualisation de tous les services qui peuvent justement entourer le risque industriel, que ce soit sur l'aspect sécurité, que ce soit sur l'aspect sûreté des sites industriels, que ce soit sur l'aspect traitement des effluents, traitement des rejets. Tout ça, ce sont des services qui sont pris en compte de manière mutualisée et l'acteur principal sur nos deux plateformes les majeures, c'est une filiale du groupe Total qui s'appelle Sobegy, Société Béarnaise de Gestion Industrielle, et qui est un fournisseur d'utilité sur les sites, mais aussi qui gère pour le compte des industriels lotis tout ce qui est prestation de services qui peuvent justement donner une enveloppe sécuritaire sur les sites industriels, que ce soit le gardiennage. Peut-être avant de traiter votre deuxième question, je ferai un lien avec ce qu'a dit Dominique Maucly, qui disait que la transition écologique ne pourrait pas se faire sans la transition numérique. J'en rajouterai un peu en ce qui me concerne, c'est qu'on pense, notre leitmotiv, c'est que la transition énergétique ne pourra pas se faire sans la chimie. Pourquoi ? Tout simplement parce que pour remplacer à l'avenir tout ce qui est ressources fossiles ou ressources carbonées par des produits biosourcés, il faudra bien à un moment donné qu'il y ait des formules chimiques pour pouvoir transformer les produits. Donc nous avons la chance sur ce territoire d'industrie Lac-Potarbe d'avoir une très forte industrie agroalimentaire dont les acteurs ne demandent qu'à valoriser leurs sous-produits pour trouver des ressources nouvelles et pour compenser éventuellement les aides à l'agriculture qui sont en train de diminuer. Nous avons en aval tout le pôle métallurgique et tout le pôle aéronautique, mais avec des activités aussi dans le domaine de l'industrie automobile, qui a besoin de matériaux composites pour alléger, mais tout en gardant toute la solidité des produits actuels. Et au milieu, au passage, nous avons besoin des acteurs de la chimie pour transformer. Alors, ces acteurs de la chimie, pour en revenir sur le plan de la sécurité, il faut effectivement qu'ils aient une maîtrise la plus totale de leur process. Il faut qu'ils aient des indicateurs de risque pour éviter justement qu'il y ait des catastrophes qui se produisent. Mais c'est indispensable et la chimie restera indispensable pour continuer à transformer des produits, des matières premières en produits finis. La deuxième partie de votre question, excusez-moi, j'ai peut-être oublié. Cela concernait plutôt la sécurisation des données numériques. Oui, la sécurisation des données numériques, ça, j'avoue que je ne sais pas c'est pas moi. Je vais me tourner vers Monsieur Maucly. Oui, il y a peut-être d'autres acteurs qui peuvent répondre sur ce plan-là. C'est pas tellement ma tasse de thé. Oui. Alors, sur la sécurisation des données numériques, nous, ce qu'on a pris comme principe pour l'entreprise, c'est que tout ce qui est lié à nos process industriels, donc notre usine un petit peu 4.0, celle qu'on gère depuis Pau ou depuis Lussagné pour les stockages, tout ça, c'est sur des systèmes qui sont des systèmes propriétaires. On a aussi développé une équipe qui surveille ce qui se passe autour de nos systèmes. Et donc là, ce sont des compétences que chacune des entreprises qui a la volonté, en tout cas, de protéger ces données, parce que c'est vital pour elles. Pour nous, c'est vital. En fait, on gère des flux de gaz et il ne s'agit pas d'être perturbé par quelqu'un qui voudrait tout à coup maîtriser à notre place ces flux de gaz. Donc, on est obligé d'avoir ce type d'architecture. Après,
je sais que ces questions sont souvent abordées. C'est quoi la nature de la protection qu'offrent les grands opérateurs, qui sont les opérateurs qui travaillent dans le cloud, en termes de sécurisation de données? Donc, comprenez bien, il y a les informations qui doivent être gérées dans notre outil industriel, et celle-là, la seule solution pour bien les sécuriser, c'est de séparer les réseaux, c'est-à-dire faire en sorte que les réseaux qui traitent de la donnée industrielle restent dans l'entreprise et on n'y touche pas. Puis après, il y a le reste. Dans le reste, bien évidemment, il y a des informations confidentielles aussi et qu'il faut savoir protéger. Nous, on a pris le parti qui est que les grands opérateurs, de toute façon, les protègent mieux que nous en tant que petit industriel. Moi, au mieux, je vais pouvoir mettre une petite équipe pour s'occuper de mes problématiques de sécurité. Là où des grands opérateurs du cloud c'est vital aussi pour eux. C'est-à-dire que si jamais ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité de mes données à moi, pour eux, en termes d'image, ça devient un vrai problème et ils ont des équipes tout à fait importantes pour le faire. Après, il y a un autre sujet qui est un sujet qui est lié à la souveraineté, entre guillemets, et à la capacité que pourraient avoir certains de ces opérateurs à interagir avec des services américains ou russes ou chinois, etc. Et cette question peut se poser pour des industriels qui travaillent dans un domaine purement souverain. J'imagine que certains ne veulent pas que leurs données puissent être mises à disposition si un opérateur venait à être questionné par un service de l'administration américaine ou russe ou peu importe, ou chinoise, peu importe, ne veuille pas que ces informations y soient. Et là, ça veut dire que oui, ils vont avoir un petit peu plus de mal à passer sur des opérations qui sont des opérations liées au cloud. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces travaux qui sont menés par la Commission européenne, par l'Union européenne, pour faire en sorte qu'on puisse disposer d'opérateurs qui soient des opérateurs complètement indépendants. Mais à court terme, on est obligé de passer par les grands opérateurs ou faire en sorte que ces grands opérateurs disposent de contraintes dans notre champ d'application géographique qui fassent que nos données ne transitent pas et ne soient pas accessibles directement aux États-Unis. Donc, pour nous, typiquement, en fait, dans nos relations avec les grands opérateurs, les centres de calcul qu'on utilise sont sur le territoire européen. Ce qui ne veut pas dire, une fois de plus, que dans le traitement qui en est fait, il n'y ait pas à un moment donné du passage de données ailleurs. Alors, pour répondre à la question sur les compétences, on voit bien que dans la protection des données dans le cloud, il y a tout un tas de services qu'on peut être amené à développer demain. Et dans ces domaines-là, il y a plein de sociétés en France, des petites sociétés, qui ont des vraies compétences. Alors, ça peut être autour de la cryptographie, autour de toutes ces données, ça peut être dans la façon dont les échanges sont faits. Et c'est pour ça que je dis que le champ du numérique protégé, même dans le cloud, est un champ sur lequel on a des compétences. Nos écoles d'ingénieurs et nos écoles de techniciens dans le monde informatique sont très bien organisées, en tout cas, pour promouvoir tout ça. Alors, est-ce que ça va s'appliquer à nos territoires? Je pense que la première étape à franchir au niveau de nos territoires, c'est de quelque part d'acclimater l'ensemble des industriels et des sociétés qui sont chez nous à l'usage de ces technologies de type cloud qui ramènent très près, en fait, qui permettent d'étendre le terrain de jeu très vite à une gamme de clients qui est plus large que celle qu'on a aujourd'hui, y compris dans notre écosystème. Pour être entre nous dans notre écosystème, c'est beaucoup plus facile d'utiliser les outils à disposition dans le cloud que de rester sur des technologies qui sont des technologies plus anciennes. Voilà, donc je ne dis pas que je le mets, cette problématique de sécurité, je la relais en deuxième priorité, c'est une priorité importante, mais si on met la sécurité avant l'usage de ces nouvelles technologies et qu'on se dit on ne fait rien tant qu'on n'a pas une certitude et autres, ben en fait on ne fait rien et là du coup on prend vraiment du retard. Une question d'un des participants, on vous demande si vous êtes impliqué dans le projet européen Gaia-X. En fait, nous on suit tout ce qui se passe dans ce domaine-là. Là aussi, je vais être modeste parce qu'à notre échelle, on ne peut pas être partout. Il y a un moment où on est obligé de faire confiance à des gens qui sont, et donc en particulier aux opérateurs auprès desquels on va ensuite souscrire nos abonnements. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que les grands opérateurs, y compris les opérateurs de réseaux de communication, soient impliqués dans tous ces dispositifs-là et qu'ils puissent ensuite nous assurer qu'ils mettent en place les meilleures
technologiques qui nous permettent d'assurer la sécurité de nos données. Mais vous comprenez qu'on ne peut pas tout faire. On est 600. Ouais. Et dans le digital, allez, on est une petite soixantaine, ce qui est déjà pas mal. Madame Lebas. Oui, j'ai un complément. C'est vrai qu'il y a la question, effectivement, Gaia X qui est en cours de développement à l'échelle européenne pour s'assurer de la souveraineté. Je pense qu'il y a, de toute façon, il va y avoir un groupe projet sur la question du numérique et de la souveraineté parce que, comme l'a expliqué Dominique Maucly, il y a des entreprises qui ne veulent pas en fait partir avec les GAFAM. J'ai vu que dans les réflexions, dans les questions-réponses, c'est des choses qui ont été largement remontées. La question de la souveraineté de la data industrielle et aussi de la richesse de demain. Donc, on sait qu'il y aura peut-être différents produits ou différents outils à mettre en œuvre sur le territoire. Et a priori, on va être accompagné par le ministère, notamment par l'ANCT, pour travailler sur une étude stratégique pour la question de la souveraineté numérique à l'échelle de territoire d'industrie. Parce que voilà, il y a des stratégies qui sont complètement différentes. Je pense que voilà, autant, je pense peut-être pour Terega, il n'y a pas trop de difficultés à envoyer des données voilà, avec d'autres opérateurs. Il y en a certains qui sont quand même, enfin beaucoup d'industriels sont très attachés en fait à une donnée de souveraineté, alors nationale, mais voire même territoriale. Donc je pense qu'il y a vraiment un débat à lancer autour de ça. Il faut qu'on s'y prépare parce que de toute façon, on va y arriver très vite, surtout quand on parle d'industrie du futur, où on va développer de plus en plus de la data sur nos entreprises et ça va être une vraie richesse. Et on sait très bien on voit très bien comment il y a des jeux de concurrence déjà entre la Chine et les États-Unis sur justement la récupération de ces données. Donc, je pense qu'il y a un enjeu effectivement de notre territoire d'industrie de pouvoir travailler sur ce sujet-là. Donc, il y a un groupe projet qui va être mis en œuvre avec notamment l'ensemble des partenaires. Ça ira des startups notamment avec donc, les deux écosystèmes French Tech, avec la fibre aussi, enfin les deux références départementales, des industriels qui sont partis dans l'industrie du futur, donc avec une vraie volonté de développer leur data. Et l'idée, c'est vraiment qu'on partage et qu'on échange autour de cette question de la souveraineté. On voit que c'est dans les actualités, on va dire, du moment. Hein, tous les jours, il y a au moins un article là-dessus sur la question de la souveraineté. Et nous, l'État nous appelle, enfin, en tant que territoire d'industrie, nous appelle à être très vigilants sur cette question-là et nous demande effectivement d'avoir un regard assez particulier sur la gestion de la data industrielle sur notre territoire. Merci beaucoup. On a beaucoup de questions qui nous parviennent à propos de la gouvernance locale. Je vais me tourner vers Monsieur Seigneuret. La particularité du périmètre de votre territoire d'industrie, c'est d'être à cheval sur 2 régions. Dans quelle mesure on peut dire que finalement ce challenge d'être sur 2 régions s'est transformé en atout pour les acteurs du territoire? Alors, merci de me poser la question. Effectivement, la spécificité de ce territoire-là, c'est qu'il est à cheval donc sur 2 régions, la région Nouvelle-Aquitaine et la région Occitanie. Et là, je vais changer de casquette, je vais plutôt prendre la casquette d'élu local au sein de l'agglomération Tarbes-Pyrénées, en charge du marketing territorial. C'est pas simple de faire comprendre à des élus qui ont toujours un réflexe assez protectionniste des choses que le concurrent, il n'est pas situé à 15 ou 20 ou 30 km de chez nous. Et je crois que si on considère que le bassin de l'Adour a une véritable utilité et une histoire, ce territoire d'industrie a un découpage très pertinent. Et j'étais le 15 juillet 2019 à la signature en mairie de Pau. Et je pense que qui connaît un petit peu la politique locale, c'est un grand moment que de voir assis Rousset, Gérard Trémège, François Bayrou pour une signature commune. Et après, je dirais que si les gens qui sont ici autour de ce webinaire de ce matin sont persuadés que ça a du sens, c'est à nous maintenant de s'approprier et de faire une force des dispositifs aquitains, une force des dispositifs occitaniens pour justement que ces projets qui finalement, qu'ils soient à Pau, à Tarbes, à Bagnères, à Mourenx ou je ne sais où, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est l'écosystème que l'on met autour, c'est les conditions favorables que l'on crée pour que ces territoires se développent. Et je crois que là, s'il y a bien un sujet qui est transfrontières, qui sont plus que des frontières fictives, c'est bien aujourd'hui l'enjeu de l'emploi, de l'industrie, du développement du territoire. Donc moi, je considère que c'est très pertinent, c'est un vrai atout, une vraie plus-value qu'être sur 2 régions administratives, à condition que les régions elles-mêmes ne soient pas des freins à ce développement-là. Et c'est tout le combat, je pense, que mène Audrey au quotidien, de travailler avec les régions, qu'elles soient Nouvelle-Aquitaine d'un côté ou Occitanie de l'autre,
pour que justement tout le monde comprenne bien l'intérêt global. On n'est pas là pour savoir qui de Occitanie, qui de Nouvelle-Aquitaine coupera un ruban et une inauguration. On est vraiment là pour voir ce territoire-là une notion de modernité, d'attractivité. Et l'attractivité, elle ne s'arrêtera pas en haut du plateau de Gers, elle se poursuivra de part et d'autre de ces deux régions. Et je crois que ça a vraiment du sens. Et en tout cas, je me suis pas mal impliqué depuis le début dans ce projet de territoire d'industrie parce que je considère que c'est enfin le bon wagon et avec les bonnes personnes et les bons territoires dont on a besoin pour que véritablement on puisse faire de ce piémont pyrénéen, puisqu'on va le résumer à ça, un territoire qui enfin est reconnu industriellement pour ce qu'il mérite d'être. Merci beaucoup. Justement, Monsieur Berry a une question. Je vous laisse la poser. Oui, dans son exposé, Audrey Lebarth avait montré tous les projets qu'elle supervisait, coordonnait, supportait. Je ne sais pas quelle expression il faut employer. Et pour avoir une idée plus précise du lien, j'aimerais bien que les orateurs, donc les autres orateurs, me disent ce que leur a apporté le territoire d'industrie, c'est-à-dire ce qu'ils n'auraient pas pu faire sans ce territoire. Est-ce que ça leur a apporté des financements? Est-ce que ça leur a apporté des relations avec des acteurs nouveaux, une mise en visibilité ou autre forme d'apport? Si je peux me permettre d'intervenir. Oui, oui. Ben oui, c'est adressé à vous autant que d'autres. Alors, je voudrais peut-être rebondir sur les deux dernières interventions et par rapport à un SMS que j'ai reçu d'un des, je ne sais pas, vous appelez ça des spectateurs, mais je pense qu'il y a des gens qui écoutent attentivement. Il était temps, effectivement, peut-être de parler d'humain et de parler de territoire et de parler d'élus. Tous nos projets, ce n'est pas de l'industrie, ce n'est pas du numérique, etc. C'est tout simplement faire travailler les gens ensemble. Le fait que les élus territoriaux se soient emparés de ce projet, se soient emparés de cette notion de territoire industrie interrégionale, je souligne encore cette chose qui est assez extraordinaire sur notre territoire. Je pense que c'est quelque chose de très, très, très positif. Et par rapport à la question posée par Michel Berry, c'est ça l'apport principal. Ce ne sont pas les financements. Parce que les financements, comment? C'est les relations. Ce sont les relations. Je pense que les financements quelque part, sur des projets majeurs en matière industrielle notamment, on arrive à les trouver. La notion de territoire d'industrie nous a sûrement permis peut-être de monter dans la catégorie des prioritaires sur certains dossiers et de pouvoir flécher des financements auxquels on n'avait pas forcément l'habitude d'avoir recours, qui existaient ou que l'on méconnaissait. Donc, l'aspect financier n'est pas négligeable. Mais incontestablement, c'est l'aspect territorial, c'est l'existence physique de ce territoire interrégional sur un bassin d'emploi, sur un bassin économique de l'Adour qui est trop méconnu ou qui n'est pas assez mis en avant, qui est le résultat, l'apport majeur, comme vous l'avez indiqué, l'apport majeur de l'existence de ce territoire d'industrie. Et Jean-Michel Seigneray a eu tout à fait raison de souligner le rôle des élus. Il n'y a pas que les petits acteurs territoriaux que nous sommes, Audrey ou moi, il n'y a pas que les grands industriels comme Dominique Maucly qui se sont associés à ce projet. Il y a des acteurs, il y a des responsables politiques, il y a des députés, il y a des sénateurs, il y a les maires, les présidents de communautés et d'intercommunalités qui se sont associés. Donc c'est ce collectif finalement qui est, je pense, l'apport principal de cette notion de territoire d'industrie avec, et là je reviens à l'un de mes propos de tout à l'heure, avec la notion d'industrie associée. Parce qu'effectivement, je pense que on avait besoin de réhabiliter en quelque sorte cet investissement collectif, humain, élu sur le secteur industriel que l'on laissait vivre à sa manière et en toute indépendance.
Là, j'ai essayé de répondre. Je me permettrai une incise également, parce que je ne change pas de sujet sur le campus des métiers. Là, je pense que là encore, il y aura une preuve à apporter. Mais là, ce sont les services de l'État et les services des régions qui vont devoir apporter la preuve qu'un territoire industrie interrégional, ça sert à quelque chose. Pourquoi? Parce que le campus des métiers dont Audrey soulignait l'existence, c'est un campus Occitanie. En région Nouvelle-Aquitaine, nous avions, nous, porté sur le bassin de Lac un projet de campus des métiers sur lequel le rectorat et la région n'ont jamais réussi à se mettre d'accord. Là, il y aurait un projet, effectivement, de faire en quelque sorte un campus des métiers des qualifications interrégionales. Il va falloir que 2 rectorats et 2 conseils régionaux se mettent d'accord pour soutenir un tel projet. Quel challenge, mais quelle réussite si on y arrive. Oui, merci beaucoup. Je me permets de rebondir. Effectivement, le territoire bénéficie non seulement donc, du dispositif territoire d'industrie, mais comme l'a souligné un des participants, il bénéficie aussi du programme territoire d'innovation. Je sais qu'il y a également des sites clés en main mis en place pour revaloriser le foncier qui sont également à l'œuvre sur le territoire. Et puis, il y a aussi l'accompagnement sur le projet Accoya, donc d'avions décarbonés, par la Banque des territoires. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots justement comment un territoire fait pour voilà, combiner ces différents dispositifs? Peut-être Madame Lebar. Bon courage. Merci Patrice. Non, effectivement, alors il y a quand même une multiplication des dispositifs et on est tout à fait conscient que on parle de territoire d'innovation, on a les écosystèmes French Tech, on a effectivement des territoires d'industrie qui existent en tant que tels. C'est vrai que, bon, alors nous, la difficulté qu'on a eue sur le territoire d'industrie, c'est que jusqu'au 1er septembre et jusqu'à ce que je prenne vraiment les fonctions de directrice de projet, en fait, on n'avait pas d'animation de coordination. C'est-à-dire qu'on on travaillait de manière collégiale, comme l'a dit Patrice, avec un peu tout le monde, mais on n'avait pas en fait d'instances ou de personnes identifiées en tant que telles à l'échelle de territoire d'industrie. Donc, c'est vrai que, par exemple, par rapport à territoire d'innovation, qui est aussi interrégional, donc je tiens à le préciser, qui est à la fois sur les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, on commence à avoir on a des relations avec notamment le département 64 et 65 pour justement en fait coupler les dispositifs et travailler en fait en synergie là-dessus. Par exemple, il y a des actions qui sont à la fois labellisées territoire d'innovation, qui vont récupérer en fait de l'empreinte des territoires ou sur de l'accompagnement là-dessus, sur l'apport en fonds propres. Et de l'autre côté, on va avoir la dimension territoire d'industrie sur d'autres clés de financement. En fait, le travail, il faut qu'il soit, c'est encore une fois ce qu'a dit Patrice, c'est l'humain. On s'entend très bien avec la directrice de projet de territoire d'innovation, donc il n'y a pas de souci pour en fait échanger, partager effectivement les informations et de s'assurer effectivement qu'il y ait un lien là-dessus. Donc c'est vrai qu'on a deux dispositifs, territoire d'innovation et territoire d'industrie, qui sont en interrégional, donc c'est vrai que ça facilite. Après, parallèlement à ça, on a 2 écosystèmes French Tech, qui sont d'un côté Béarn et de l'autre côté Hautes-Pyrénées. Donc, il y a aussi cet enjeu-là de faire partager et de faire peut-être travailler ensemble ces écosystèmes-là. Donc, il y a aussi donc, le groupe projet numérique qui va peut-être permettre justement cette synergie-là. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que si tout le monde met de la bonne volonté, on peut y arriver. Il faut qu'il y ait des instances de discussion, il faut qu'il y ait des instances de partage. Et je pense qu'on y arrivera. L'exemple du campus des métiers lié à une personne, donc le nouveau directeur du campus qui vient d'arriver et qui a trouvé tout de suite un enjeu de travailler à l'échelle interrégionale parce que ça semblait tellement logique dans le cadre de l'écosystème hydrolène qu'on était en train de lancer, des projets d'industriels. Il y a une logique en fait territoriale. Et il faut effectivement, je suis d'accord, faire entendre en fait à l'ensemble des opérateurs de l'État, des opérateurs en fait qui travaillent chacun sur leur thématique, qu'on a tout intérêt à travailler ensemble. Et c'est un petit peu, nous, l'enjeu qu'on porte au niveau de territoire d'industrie. Effectivement, on a à la fois des élus, on a à la fois des branches professionnelles, notamment l'UMM qui sont présents, on a les OPCO qui sont présents aussi,
on a l'État. Il faut que tout le monde arrive à travailler ensemble. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu. Effectivement, il faut arrêter de segmenter les dispositifs. Merci beaucoup. Est-ce qu'un des intervenants veut rajouter quelque chose sur la question de la gouvernance locale? Monsieur Bernos? Oui, peut-être. Je veux pas virer dans le pessimisme parce que c'est pas du tout ma nature. Hein. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai que pour répondre à la question de Monsieur Le Gall, je crois, il y a beaucoup d'interlocuteurs, il y a beaucoup de dispositifs, et quelque part, chaque fois, on rajoute une couche supplémentaire. On parle souvent en France du millefeuille administratif, où on en a parlé peut-être, plus qu'on en parle là aujourd'hui. Mais il y a aussi le millefeuille des dispositifs. Donc, à un moment donné, il est clair qu'il va falloir essayer d'articuler tout ça, de faire en sorte qu'il y ait moins pas une multiplicité d'intervenants, une multiplicité de projets. Quand un instant quand même sur le plan de relance, quand on voit la complexité, même si c'est hyper pertinent dans la période de laquelle on sort, dans laquelle on est encore à aujourd'hui, et demain dans la crise économique peut-être qui va naître ou qui a commencé à naître pour certains secteurs de cette crise sanitaire, un plan de relance, c'était indispensable. Mais quand on voit quelque part souvent la complexité de cette juxtaposition d'AMI, d'AAP, de dispositifs régionaux, de dispositifs européens, de dispositifs nationaux, on imagine une PME, je ne parle pas des grands groupes qui savent parfaitement et qui ont les ressources humaines nécessaires pour aller se positionner sur ces différents dispositifs. Mais si ces PME, si ces TPE n'ont pas des dispositifs comme les nôtres, comme les chambres de commerce, comme d'autres acteurs, pour pouvoir les accompagner dans ce dédale de dispositifs qui sont mis à leur disposition, ben c'est ça, la multiplicité des acteurs, ça sert aussi quand même à ça, d'être un peu à la disposition de tout le monde. Monsieur Seigneuré? Pardon, c'est mieux avec l'audio. Je souscris à 8000% à ce que vient de dire Patrice, avec ma double casquette. C'est-à-dire qu'en tant que chef d'entreprise, quand on reçoit des dispositifs, que c'est des documents comme ça, où il y en a 100 pages d'un côté pour l'État, il y en a 150 pour la région Occitanie, et que l'on doit faire face au quotidien à gérer son plan de charge, gérer un PSE tout, et que l'on nous donne ça en disant, voilà, allez-y, c'est génial, il y a des milliards qui ont été prévus et qui vont être distribués, on ne s'en sort pas. Et ça, c'est complexe. Et encore, on est une entreprise de 150 personnes, plutôt structurée, où j'ai des gens dont le travail, c'est de lire ça. Mais une PME à moins de 50 personnes n'a pas accès à tous ces dispositifs parce qu'ils n'y arrivent pas à y rentrer dedans. Et en tant qu'élu, je siège dans quelques commissions d'attribution. Vu qu'il y a plein de dispositifs qui sont complexes et que les gens sont un peu perdus, on arrive à avoir beaucoup de dossiers qui sont ajournés parce que les gens n'ont pas fléché les bons dispositifs. Et donc, on rajoute en plus auprès des gens qui sont dans de l'attente, dans le désespoir, et je pense essentiellement à tout ce qui touche aujourd'hui le tourisme lourdais, qui souffre terriblement de la crise, puisque Lourdes aujourd'hui est une ville déserte, morte et vide. Et ces gens-là qui pensent, parce qu'on leur a dit attention, il existe tel dispositif, ils s'y jettent dedans, ils y passent du temps. Je leur dis non, vous allez rire, c'est pas là, c'est à côté, et ainsi de suite. Et ça, c'est quelque chose qui est très compliqué, très violent. Je comprends ce qui a été fait, et c'est bien, à plus de la crise du Covid, démultiplier les choses. Mais bon, effectivement, là, il faut arrêter maintenant de créer des nouveaux dispositifs. Je pense qu'il y en a largement assez pour couvrir tout le champ et tout le spectre. Il faut rationaliser tout ça. Il faut synthétiser. On avait initié dans l'ancienne vie d'Audrey Lebar, un truc qui s'appelait le CAP, où justement tous les financeurs se retrouvaient autour d'un projet commun pour qu'en fait ce soit aux gens qui ont en charge la distribution des fonds prévus de dire à l'entreprise voilà où vous devez aller, plutôt que l'entreprise de chercher dans ce dédale de dispositifs quelle est la bonne solution et quel est le bon dispositif. Mais c'est un vrai sujet parce que sinon on va être frustré et dans quelques mois, je vous prends le pari qu'on entendra que parmi les milliards qui ont été annoncés, seuls des millions ont été consommés. Et ça sera dommage et dramatique parce que les milliards qui n'auront pas été consommés, ils serviront à payer peut-être
des plans sociaux et à payer du chômage alors qu'il y a peut-être d'autres solutions en amont. Merci beaucoup. Super Jean-Michel, super. Pour finir, on va continuer sur la crise. Juste quelques mots pour que nous puissions nous rendre compte des effets de la crise sur les territoires. Quels sont, donc là je m'adresse à l'ensemble des intervenants, quels sont les effets que vous avez pu déjà constater de la crise sanitaire, économique et actuelle, et quelles sont les forces de votre territoire pour faire preuve de cette résilience dont on parle beaucoup aujourd'hui. Monsieur Seignoret, si vous voulez commencer, je vais faire un tour de table. Je suis chaud, je vais continuer. Alors, évidemment, je vais ramener au secteur de l'aéronautique, qui est assez symptomatique. Donc, j'ai donné les chiffres tout à l'heure. C'est globalement moins 50% en fait d'activité à moins au sens large. De l'espoir sur les futurs avions, les futures technologies, mais pour l'espoir, il faut pouvoir tenir jusqu'au temps de l'espoir. Donc ça, c'est compliqué. Bon, j'y reviens pas. Là, effectivement, la solution, elle est sanitaire. C'est-à-dire que tant que, d'un point de vue sanitaire, chaque pays ne sera pas sécurisé, les gens ne se déplaceront plus. Et même si les vols domestiques reprennent, c'est loin d'être suffisant. Et ils reprennent en plus avec des taux de remplissage, parce que c'est aussi qui est important, qui vont faire que les compagnies vont continuer à s'enfoncer et volent à perte aujourd'hui. Quels sont les atouts du territoire? Moi, j'ai la conviction, alors c'est la mienne, que mon entreprise, si elle était positionnée dans le bassin de l'agglo toulousaine, serait aujourd'hui soit aurait disparu, soit aurait été reprise et rachetée et consolidée par un groupe. Et donc, dans cette crise Covid, ce groupe-là aurait décidé la fermeture du site. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc, la chance que l'on a sur le territoire, je dirais que c'est notre faiblesse. Notre faiblesse, c'est qu'on est dans un territoire qui a souffert industriellement. Et donc, forcément, les entreprises qui restent, on a un éclairage et on a une bienveillance et on a un éclairage sur nous qui nous permet d'être visible et de pouvoir effectivement très rapidement avoir accès aux décideurs, aux préfets, aux acteurs de la région, à territoire d'industrie. Donc, ce qui aujourd'hui peut être une force, c'est finalement d'être dans un pseudo-désert industriel. Alors, quand je dis ça, c'est très paradoxal et je ne sais pas comment le résoudre. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je ressens. C'est qu'aujourd'hui, moi, quand j'ai commencé à travailler dans l'entreprise familiale il y a maintenant 25 ans, il y avait une dizaine ou une quinzaine d'entreprises idoines à Seigneuré, ressemblant à Seigneuré. Aujourd'hui, si je regarde le territoire de Hautes-Pyrénées, sur la supply aéronautique et la filière, on est 4-5 acteurs. Il y a Daher, Métier Daher. Et en termes de PME sous-traitantes de rang 1 et demi, puisqu'on est rang 1 et demi Seigneuré, il n'y a quasiment plus que nous. Et après, il reste des entreprises, je dirais, de taille encore en dessous, rang 2, rang 3, mais qu'on compte sur le doigt des mains. Et donc, forcément, je sais qu'on a une écoute plus attentive parce qu'on est sur un territoire aujourd'hui, je dirais, de moyenne dimension. Et c'est ça aussi qu'il va falloir qu'on imagine le coup d'après, c'est comment cette crise qui va démontrer ça dans beaucoup d'endroits peut permettre à ces territoires moyens d'être super attractifs, de ce que les gens des territoires et des métropoles toulousaines, parisiennes, bordelaises, ainsi de suite, vont déduire de cet anonymat-là. Les gens le comprennent aujourd'hui par le confinement où ils sont restés confinés dans des appartements centre-ville de 40-50 mètres carrés avec la souffrance que ça a pu représenter. Mais je pense que c'est quelque chose d'un peu près parallèle pour les entreprises aussi, pour pas mal d'entreprises qui, à mon sens, demain risquent de chercher de l'air, de l'espace et des territoires, si l'écosystème est favorable, des territoires beaucoup plus accessibles et sur lesquels leur poids relatif sera beaucoup plus important. Monsieur Maucly, un mot sur la force du territoire en période de crise. Alors, d'abord, je voudrais, effectivement, on a eu le point de vue de l'aéronautique. Alors, nous, on est aussi un capteur de santé économique du territoire, puisque en fait on mesure des consommations énergétiques et en fonction de ça on sait si ça travaille bien ou pas bien, quelque part on a une petite idée. Ce qu'on a constaté, certes il y a eu la première partie du confinement qui a été très marquée, c'est-à-dire qu'il y a eu une baisse tout à fait importante des consommations énergétiques, ce qui veut bien dire que pendant le premier confinement il y a eu un arrêt de la machine économique dans les deux territoires dont on parle, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie.
En revanche, depuis début mai, on a des consommations industrielles qui sont au-dessus de ce qu'on a habituellement dans les mêmes périodes. Et d'ailleurs, on voit bien que l'activité économique au sens large, elle se traduit par des déplacements, par de l'activité. On le voit quand on se promène. Alors bien évidemment, on ne peut pas sortir de chez soi, mais quand on est sur les routes, on le voit. Et je crois qu'une des forces qui est derrière ça, c'est qu'en fait, on a aussi un écosystème qui est quand même plurisecteur. On a de l'agroalimentaire, de la chimie, de l'énergie, de l'automobile, de l'aéronautique, alors l'aéronautique, mais on a aussi des activités dans tout ce qui est ferroviaire. Donc on a dans ce qui est moins le cas, peut-être qui pourrait traduire ce qui aurait pu se passer dans la région toulousaine pour Seigneuret, c'est que en fait on a déjà un écosystème. Alors il est moins industriel qu'il ne le fut, mais néanmoins on a cette capacité, en tout cas, à offrir plusieurs types de secteurs et à trouver des vrais secteurs transverses, comme le digital. Voilà, il faut qu'on soutienne ces choses qui sont transverses à tous et qu'on essaie de rebondir sur les secteurs qui vont être indispensables demain. L'autre atout, c'est qu'on est un territoire peut-être un petit peu protégé, mais en mouvement quand même. C'est-à-dire que le fait que le territoire de Lac ait été en transformation depuis un certain nombre d'années est un vrai atout. Parce que ces questions de transformation devant lesquelles on est tous, aujourd'hui, on se les est déjà posées et on a déjà anticipé des briques. Donc tout ce que nous raconte Patrice sur l'importance de la chimie, alors c'est complètement partagé par nous et par tous les gens de l'énergie. La chimie sera une des clés et les matériaux seront une des clés, comme le digital est une des clés. On a ces 3 briques. Il faut qu'on monte un petit peu encore dans le digital, mais on commence à avoir les 3 briques. Et puis l'autre élément tout à fait important, c'est qu'il y a un vrai soutien régional. On a ces dynamiques qui sont mises en place, qui ont été créées. Moi, je trouve que c'est ça la valeur, hein. On l'a expliqué tout à l'heure. On a des dynamiques autour de ces territoires d'industrie. Moi, j'essaie de ne pas en rajouter parce que il y a effectivement tellement de dispositifs qu'il vaut mieux capitaliser sur quelques-uns tout en fédérant tout ce qui peut être mis autour pour pas que ça complexifie. Et si on peut offrir en plus le service aux plus petites entreprises, de les guider vers le meilleur dispositif, ce sera parfait. Mais ces dynamiques sont en place et elles sont soutenues parce qu'elles étaient déjà dans la logique de déploiement d'une vraie capacité. Je vois, alors, sur Occitanie, je le vis un tout petit peu moins, mais on a un très beau soutien de la région Occitanie sur des dispositifs énergétiques, par exemple, dans la région de Toulouse. Mais on avait déjà ça aussi dans la région Nouvelle-Aquitaine, avant même que les territoires d'industrie ne se créent. Et puis, on a nos pôles de compétitivité qui sont assis sur des vraies compétences et qui reposent sur un dispositif académique et industriel qui tient la route. Voilà, moi, je suis assez optimiste. Néanmoins, je comprends que tout ce qui est touristique, tout ce qui est lié on a aussi ça dans l'attractivité et il faudra qu'au moment du rebond, on le mette bien en avant. Ça fait partie des valeurs du territoire, que ce tourisme, que nos paysages, que les territoires eux-mêmes. Bon, et c'est là où effectivement les choses souffrent parce qu'on ne vit pas comme on vit d'habitude. Merci, Monsieur Bernos. En quelques mots rapidement, la principale force de votre territoire? Comme l'a souligné Dominique Maucly, je pense que c'est la diversité industrielle. C'est la diversité industrielle dans cette région de l'Adour qui a permis de surmonter des crises qui ont pu toucher ici ou là des filières particulières, des filières spécifiques. Et à chaque fois, on a su rebondir. Dominique a également parlé de l'exemple de la reconversion du bassin de Lac. Effectivement, c'est l'exemple. Alors, je crois qu'il y avait un participant qui avait posé une question là-dessus sur la valorisation de cette reconversion industrielle. Nous sommes très, très, très régulièrement sollicités pour faire part de notre expérience, pour faire part de l'expérience du territoire en matière de reconversion. Et c'est vrai que si cette expérience a réussi, c'est aussi grâce à la mobilisation des acteurs du territoire, mobilisation qui avait été pratiquement pilotée depuis l'échelon national par un comité interministériel d'aménagement du territoire, CIADT, qui avait été consacré à l'avenir du bassin de Lac dans les années 2000. Et donc cet exemple, je pense, peut servir à d'autres territoires, peut servir plus largement sur le territoire et nous aider.
et nous aider à surmonter les difficultés économiques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui. Ces difficultés économiques sont effectivement très, très différentes suivant les secteurs d'activité. L'exemple du bassin de lac, c'est que nous avons la fabrication de composants aéronautiques qui est très touchée par la crise de l'aéronautique, et au contraire, pratiquement, tout ce qui est tourné autour de la pharmacie et des cosmétiques, qui a presque le vent en poupe et qui consomme de l'énergie dont Dominique nous parlait à l'instant. Donc, c'est une situation qui est très diversifiée. Et enfin, je voudrais conclure peut-être en répondant à une question qui a été posée aussi sur le foncier. Foncier, logement, industrie, etc. Audrey, dans sa présentation, a parlé de reconquête de friches industrielles. Moi, je dirais que le problème du foncier, il passera aussi par le traitement par les collectivités territoriales et par une vision d'ensemble sur un territoire des zones d'activité. On ne peut pas continuer à créer des zones d'activité sans spécification, alors qu'on a des zones d'activité qui sont bourrées de friches industrielles dont on ne sait pas quoi faire. Donc, il faudra arriver à un moment donné à peut-être, c'est le dispositif dont Audrey parlait tout à l'heure, mais une fois que la friche existe et qu'elle s'est installée pendant très 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 longtemps, c'est quelquefois difficile de raser et de recommencer à faire quelque chose dessus. Donc, il faut être très réactif sur des dispositifs de ce type-là. Vous avez tous parlé de l'importance de la mobilisation des acteurs pour les projets de territoire. Il y a une question d'un participant. Comment justement on peut se servir des outils numériques pour justement arriver à mobiliser encore davantage les acteurs d'un territoire? Peut-être. Oui, allez-y. Donc, c'est vrai que je pense qu'il y a un gros travail, nous, en tout cas, au niveau de territoire d'industrie. Effectivement, on a un cœur de système qui fonctionne très bien avec des personnes très motivées pour engager des réflexions et travailler en commun. Effectivement, là, on se rend compte qu'il nous manque un outil en fait de plateforme numérique qui nous permettrait effectivement de diffuser l'information. On n'est pas très très bon en termes de communication, qui permettent effectivement à la fois la communication sur les actions que l'on mène et à la fois on va dire le pilotage en fait des actions. Bon, ça a été fait un petit peu de manière artisanale depuis un an. L'objectif, c'est vraiment maintenant de travailler d'ailleurs avec French Fab pour développer en fait une plateforme et pour pouvoir diffuser au plus grand nombre. On a aussi un autre projet derrière. On a beaucoup discuté en groupe projet. C'était de la valorisation en fait de notre écosystème territorial. On a besoin, et je pense que ce soit acteur public ou acteur privé, de connaître en fait quel est véritablement l'écosystème territorial industriel. C'est-à-dire, on met sur une cartographie dynamique les compétences qu'il y a dans les territoires et qu'il y a dans les entreprises. On met les offres de formation, on met les plateformes de transfert technologique avec les machines-outils qu'il y a de mise à disposition. On met les industriels qui sont en démarche de recrutement. Et l'idée, c'est vraiment de cartographier cet écosystème-là, parce que déjà pour le partager et pour mieux en fait vendre ce territoire-là. Et là, il y a un gros enjeu, et ça sera début d'année 2021, c'est ce qu'on a vu avec le groupe projet de territoire d'industrie, de pouvoir créer cette cartographie-là et de la mettre à disposition. Et que les entreprises et les industriels puissent implémenter effectivement et donner de l'information et donner de sa vie, de ce quotidien, de pouvoir échanger là-dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'on va développer tout début 2021. Donc, on travaille avec French Fab pour justement déployer cette action-là. On a vraiment un véritable enjeu parce qu'il y a énormément, on parle beaucoup de grands industriels, de grands comptes et tout ça, qui, comme l'a dit Jean-Michel, sont assez structurés. Il y a assez de monde en fait dans les entreprises. Moi, j'ai une grosse crainte, c'est sur les PME, les TPE-PME, qui font aussi la richesse de notre territoire et qui malheureusement ne sont pas assez dimensionnés pour pouvoir à la fois capter des crédits, avoir de l'information et se sentent souvent isolés. Le dirigeant d'entreprise est très souvent isolé par rapport déjà à une crise économique. Il y a besoin d'une réactivité. Ils ont dû aller chercher effectivement en urgence les PGE, aller chercher les crédits d'investissement. Et c'est vrai qu'on a, même si on essaie de les accompagner au mieux dans nos démarches,
on a besoin effectivement de renforcer ce lien-là. Et pour revenir à la question précédente, je pense que la plus-value de notre territoire, c'est vraiment le travail en commun, mais aussi le fait qu'on ait encore en face de nous, en tout cas moi personnellement, quand j'accompagne les entreprises, c'est que j'ai encore des hommes et pas des grands comptes avec des capitaux étrangers. Parce que là où on voit la difficulté dans notre territoire, c'est que clairement les entreprises qui souffrent actuellement et qui ont le plus de PSE, donc vraiment de licenciements, ce sont des entreprises qui étaient avant familiales, qui ont été rachetées par des grands comptes, notamment avec des capitaux étrangers, et qui sont maintenant en cours avec des PSE. Et ceux-là, en fait, on ne les maîtrise pas. Autant une entreprise familiale, quand il y a un homme derrière, quand il y a une famille, quand il y a une PME familiale, on arrive encore à discuter. Et en plus, le dirigeant d'entreprise n'a pas envie de licencier. Dès qu'il y a eu un passage en fait, à des grands comptes, et on le voit très bien sur le territoire, tout de suite, c'est du licenciement. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour nous aussi d'accompagner ces entreprises familiales, même des fois dans les réflexions de transmission, pour essayer d'anticiper justement peut-être des rachats ou des transmissions, parce qu'il y a aussi un véritable enjeu là-dessus. Excusez-moi, j'étais un peu plus loin que la réponse attendue, mais… Non, c'est parfait, merci. Je passe la parole à Thierry Veil qui avait une question. Pardon, je remets le micro. C'est plus une demande de précision et ça prolonge ce que vient de dire Madame Le Bars. Vous avez, je crois que c'était Monsieur Seigneuré, mentionné 2 dispositifs, la plateforme de prêt de main-d'œuvre entre entreprises et un autre dispositif lié à la reconversion industrielle de la région, le fait que le CFAI qui préparait à la maintenance aéronautique se diversifie pour former aussi des compétences sur la maintenance énergétique. Je me demandais, je sais que le comité stratégique de la filière énergie nouvelle a beaucoup travaillé avec le GIFAS pour que des entreprises, parfois sous-traitants, assez éloignés de leurs donneurs d'ordre de l'aéronautique, considèrent les opportunités de la transition énergétique pour faire face aux trous d'air des commandes aéronautiques. Si vous pouvez nous donner des précisions. Vous avez dit ce qui avait été fait, mais quels flux sont concernés? Les prêts de main-d'œuvre entre entreprises, c'est anecdotique ou ça devient important? Et pareil, les reconversions, au moins temporaires, de l'aéronautique vers l'énergétique, est-ce que vous pourriez nous préciser un peu ça? Monsieur Seigneuré, peut-être? Alors, je ne vais pas être en mesure de répondre à la question. Vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, je ne vais pas être en mesure à répondre à l'ensemble de la question. Moi, ce que j'ai vu de ma fenêtre, c'est-à-dire d'une PME spécialisée dans l'usinage, la chaudronnerie, la tôlerie, c'est des demandes via l'IUMM d'autres entreprises, notamment dans le ferroviaire, puisque là, on est sur CAF, et également sur DAER, qui a également des besoins en ce moment ponctuels, parce que bien qu'en période de baisse de charge et de mise à plat de leurs effectifs, ils ont quand même des besoins ponctuels, des demandes via l'IUMM de prêt de main-d'œuvre, c'est-à-dire l'IUMM demande, voilà, il y a telle société, telle structure qui a un besoin, qui est capable de fournir. Voilà, moi, ce que j'ai vu. Après, la reconversion de nos personnels production sur des secteurs d'activité de transition énergétique, ça, de ma fenêtre aujourd'hui, je ne vois rien venir. Je le souhaite, certes, mais je ne le vois pas venir. Je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà, je n'ai pas mieux à répondre que ça. Merci. Désolé. Après, sur la question des prêts de main-d'œuvre, effectivement, on est au début de la démarche. C'est-à-dire qu'on est vraiment, là, pour l'instant, dans les Hautes-Pyrénées, à ma connaissance, on doit être à peu près à une vingtaine. Et c'est plutôt des bascules entre l'aéro et le ferro. Donc, on est plutôt sur ce volet-là. Et donc, ça reste encore assez, même si c'est important, mais ça reste assez épisodique, en fait, par rapport même au nombre, c'est pas très important. Par contre, il y a l'État qui va lancer en fait une démarche qui s'appelle transition collective. Et là, je pense qu'on aura un vrai enjeu à travailler avec notamment le ministère. L'idée, c'est en fait d'identifier les compétences dans les entreprises en fait qui prévoient des PSE, récupérer, identifier ces compétences et ces métiers, et derrière aller regarder les entreprises qui recrutent, permettre effectivement une offre, enfin la formation
de ces personnes pour basculer d'un secteur d'activité à l'autre. Et il y aurait une prise en charge clairement de l'État à 100%, notamment pour les plus petites entreprises, à 100% pendant 24 mois. Donc, formation plus versement de salaire inclus. Donc là, clairement, on s'est positionné au niveau du territoire d'industrie pour tester cette démarche au niveau local. Donc, on attend maintenant l'officialisation au niveau de l'appel à manifestation d'intérêt. Et l'idée, c'est effectivement de ne pas perdre les compétences. Parce qu'on s'est retrouvé il y a quelques mois encore, c'était tout début fin 2019, début 2020, où on est dans une situation complètement de l'autre sens, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver des compétences sur le territoire. On avait une difficulté parce que quand il y a eu la crise de 2008, les compétences en fait industrielles sont parties du territoire. Elles n'arrivaient plus à trouver effectivement à œuvrer et à trouver un emploi. Donc elles sont parties. Et le problème, c'est que dès on remonte la charge, le problème, c'est qu'à un moment donné, on n'a plus les compétences. Alors, même sur certains secteurs d'activité, et je rejoins ce que disait Dominique Maucly, on a encore des besoins de pépites en fait, de compétences spécifiques sur le territoire, autour de la transition énergétique, autour du digital, sur la partie ingénieur, même sur les céramistes, ils ont du mal à trouver des ingénieurs céramistes sur le territoire. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu pour nous, en tout cas, de se battre pour garder ces compétences sur le territoire et de leur montrer en plus qu'il y a une transition possible. C'est-à-dire qu'ils sont OK aéronautique, mais on va les accompagner sur d'autres secteurs qui vont leur permettre de se développer dans les années à venir sur d'autres secteurs d'activité. Ça peut être aussi une évolution humaine pour la personne et ça peut être aussi intéressant pour l'entreprise qui va recruter parce qu'il y a clairement une prise en charge quand même du salaire pendant pratiquement 1 an et demi, ce qui n'est pas négligeable dans une démarche de la transition collective. Merci beaucoup. On a plusieurs questions concernant l'hydrogène. Est-ce que vous avez un lien ou une implication avec le technocampus de l'hydrogène appliqué à l'avion vert à Francasa? Et une question aussi, comment, dans un contexte où la plupart des régions en France aujourd'hui ont cette vocation de structurer une filière hydrogène sur leur territoire, comment on peut imaginer de travailler avec les autres régions sur cette thématique de la construction d'une filière hydrogène française? Peut-être Monsieur Maucly ou Monsieur Bernos. Oui, je vais prendre un petit bout de la question et sans doute Patrice complétera. En fait, la problématique hydrogène, elle n'est pas territoriale uniquement, elle n'est pas nationale, elle est européenne aujourd'hui, elle est même un petit peu plus large que ça. Donc, pour nous, bien évidemment, ce qu'on souhaite, c'est accompagner les industriels qui travaillent aujourd'hui dans notre domaine, dans le domaine de l'hydrogène. Et c'est pour ça qu'on avait proposé dans le cadre de Territoire d'industrie un programme qui est aussi un programme qu'on propose aux régulateurs qui regardent l'évolution de nos infrastructures, qui est un programme qui vise à transformer petit à petit nos canalisations pour en faire des canalisations qui soient capables de se convertir à l'hydrogène. Et ça veut dire qu'au-delà des aciers qui sont liés aux pipes, etc., vous avez les compresseurs, vous avez les vannes, vous avez, etc. Et il y a plein d'industriels qui travaillent aujourd'hui pour nous. Et l'idée, c'est au travers de ce programme, justement, de construire une compétence. Cette compétence, elle aura une vocation régionale, elle aura aussi une vocation nationale s'il y a besoin. Et on sait qu'il y a d'autres territoires qui vont aussi dans ce sens-là, parce qu'en général, quand on est infrastructeur, on travaille assez facilement avec nos écosystèmes locaux. Souvent, ce sont des filiales de grands groupes, mais on a aussi des entreprises qui sont des entreprises locales. Donc, nous, on ne considère pas qu'on est vraiment en compétition. En fait, il y aura une infrastructure d'industriels à l'échelle nationale qui travailleront sur un certain nombre de domaines. En revanche, ce qu'on souhaite au travers de ces projets, c'est être sûr que les industriels sur lesquels on s'appuie aujourd'hui, eux, ont été accompagnés pour faire et prendre le virage. Et c'est maintenant, en fait, que ce virage doit être pris pour être sûr que tout le monde y participe. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y a des territoires avec lesquels on coopère? Oui, bien sûr. Il y a des territoires avec lesquels on coopère parce que certains ont déjà quelques infrastructures qui sont des infrastructures qui permettent de tester des équipements. Donc, là aussi, il faut être intelligent. Il ne s'agit pas de dupliquer nécessairement tout ce qui se fait d'un côté ou d'un autre. Et c'est aussi pour ça qu'on a
quand on a réfléchi aux spécificités de nos territoires, on s'est dit que ce serait vraiment intelligent que le pôle de formation qu'on a sur l'AC autour de tout ce qui est sécurité des systèmes industriels et celui qui existe du côté de Tarbes en termes de système énergétique du futur, que ces deux-là fassent un couple, parce qu'on a là une spécificité que les autres n'ont pas nécessairement. Hein, donc, cette compétence à la fois chimie, sécurité, etc. d'un côté et nouveau système énergétique de l'autre, là, l'attractivité, ça va être attractif parce qu'on aura des compétences sur nos territoires. Donc, la formation est importante pour nous et on souhaite la pousser. L'accompagnement de nos industriels, de ceux qui bossent avec nous aujourd'hui, donc les accompagner à prendre ce virage, mais sans essayer de dupliquer des infrastructures qui peuvent être mises en place ailleurs. Voilà. Et puis, dans le même genre de beauté, on vend nos infrastructures un petit peu spécifiques. Là, on est en train de réaliser une infrastructure d'intégration de nouveaux systèmes énergétiques du côté de Toulouse. Alors, ce n'est pas dans les territoires, c'est pas dans la Potarbes au sens propre du terme, mais ça reste quand même à proximité. Il ne faut pas non plus se limiter juste au périmètre. Donc, cette infrastructure qui est financée en partie par la région Occitanie et par le régulateur en termes de tarifs et autres, qui a vocation à aider à industrialiser, c'est-à-dire à passer des phases de labo aux phases industrielles pour de nouveaux systèmes de production énergétique bas carbone, et bien celle-là, on la met à disposition, bien évidemment, pas simplement de l'INSA à Toulouse et autres, mais de tous ceux qui pourraient vouloir intégrer des nouveaux sites. Donc ces coopérations existent, hein, on connaît parfaitement la cartographie française de là où se font les choses, et là, il faudra être intelligent parce qu'il ne s'agit pas non plus de gaspiller l'argent public quand il arrive par des subventions. Monsieur Bernot, si vous voulez compléter. Oui, peut-être avec une réponse rapide malgré tout. Quand nous avons commencé à nous intéresser à cette filière hydrogène, qui n'est pas nouvelle de toute manière, l'hydrogène, ça existe quand même depuis pas mal de temps, hein, mais à cette notion de développement de la filière, nous nous sommes nous-mêmes heurtés à la multiplication des opérateurs ou des gens concernés. Et on s'est rendu compte que quelquefois, eux-mêmes ne se parlaient pas beaucoup entre eux. Donc, notre première action, ça a été, Dominique s'en souvient, de mettre en relation des acteurs, y compris en premier lieu sur le plan industriel, pour qu'ils se parlent un peu plus sur ce qui pouvait être fait sur le territoire. Ensuite, sur une globalisation de l'ensemble des acteurs, Audrey en a parlé tout à l'heure dans les actions prioritaires du territoire d'industrie Lac-Potarbes, il y a justement cette décision d'intervenir parmi les principales orientations stratégiques sur le territoire et de mener une étude pour voir comment on pouvait installer sur ce territoire un écosystème depuis la production jusqu'à l'usage en matière d'hydrogène et en passant par tout ce qui est stockage et distribution. C'est une étude qui, à aujourd'hui, est pratiquement en phase finale et qui devrait pouvoir nous permettre de définir une stratégie territoriale. Soyons indulgents. Déjà, si on arrive à mettre au point une stratégie territoriale, on pourra ensuite peut-être s'ouvrir à d'autres territoires et voir comment collaborer au-delà du périmètre. Mais déjà, il faut qu'on se mette un tout petit peu d'accord entre nous quand même. Merci beaucoup. Merci à tous nos intervenants pour leurs témoignages, leurs réponses. C'était encore une fois de plus un séminaire très enrichissant. Il est midi, donc nous allons vous laisser et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain séminaire de l'Observatoire des territoires d'industrie qui aura lieu donc le 9 décembre. Et ça tombe bien, on vient de finir sur l'hydrogène. Le prochain séminaire est un séminaire organisé autour de chercheurs et de consultants autour de la thématique de la transition écologique sur les territoires. Merci encore et à bientôt. Merci à vous.